Salut à tous et bienvenue dans le 141e numéro de Hors-jeu Capital, le podcast sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, ce matin, on va revenir sur la rencontre qui a lieu hier, 12e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain recevait le LOSC, Lille. Victoire 2 buts à 1. Ce fut encore compliqué, hein, comme, comme toutes les semaines, mais un réveil de la part de l'effectif parisien et notamment du Brésilien Neymar j'allais dire son compatriote, pas du tout, il est argentin avec Di Maria, qui ont sonné la révolte à partir de la 65e minute. Et donc une victoire 2 buts à 1. On va débriefer le match avec mes deux compères du jour. On est en comité restreint aujourd'hui. Tout d'abord Yacine Amnet, qui était au parc hier pour Paris United, qui s'est régalé pendant une heure. Salut Yacine, comment ça va ce matin? Salut à tous, ouais, ça va mieux que la semaine dernière quand même. Oui, c'était pas mal. Il y a quand même eu des belles choses. On va Ouais, parler, on va dire des choses positives ce matin, Yacine, hein. On est positif, hein, ouais, il y en a. voilà, on Il se y en a, motive. il y en a un peu plus que la semaine dernière, c'est sûr. Exactement. Donc il y a matière, il y a matière. Et puis mon deuxième camarade, Nicolas Puravo. Salut Nico, comment tu vas? Salut Mousse, bah écoute, ça va, ça va. Je constate que quand il faut faire des enregistrements à 9 heures du matin, le petit jeune a du mal à se réveiller. Eh ouais, tu vois, là on est que entre, entre quadras. C'est ça. Ouais, les petits jeunes, ils sont pas du matin. Ils sont pas du Non. matin. Écoutez, c'est pas très grave. On va revenir tous les trois sur le match d'hier. Juste un mot sur le podcast précédent qui a très très bien marché. On a encore fait il y a eu plus de 10 000 visionnages. Donc merci à vous. Plus de 300 commentaires. Alors c'est vrai que c'était un podcast où il y avait pas mal de coups de gueule et beaucoup de commentaires. Certains d'entre vous étaient d'accord avec nous, d'autres pas du tout d'accord, mais c'est bien, ça crée du débat. Donc merci à vous pour votre fidélité. Donc on va revenir au match maintenant. Je vais revenir vers toi d'abord, Yacine, parce que tu étais au parc hier, Bon, comme à chaque match au Parc des Princes pour Paris United. Globalement, avant de rentrer dans le détail, alors évidemment, il y a eu deux mi-temps différentes, Yacine. Une où on n'a pas vu grand-chose, malheureusement. Alors, il y a eu quelques petites occasions de part et d'autre, mais en tout cas, du côté du Paris Saint-Germain, ça n'a pas été suffisant. Et un PSG en deuxième mi-temps, surtout à partir de la 60e, 65e minute, bon. avec les changements intervenus, on a vu un PSG avec un meilleur visage et je le dis alors que je suis tombé dessus la semaine dernière, et un très très bon Neymar allez, on va dire la dernière demi-heure de match, avec aussi un très très bon Di Maria, mais on reviendra après sur les cas individuels, Yacine. Ouais, on a une heure franchement pas bonne. Il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'idée de jeu. Et il y a encore ce fameux 4-2-3-1, 4-3-3, on peut l'appeler comme on veut après, c'est du détail qui correspond à pratiquement aucun joueur de cette équipe en fait. Parce que Danilo Gay, c'est pas capable de sortir des ballons proprement, parce que la défense à 4, elle sait pas se positionner. Et en plus, tu décides d'aligner Kehrer comme latéral droit, alors que c'est sûrement là où il a le plus de difficultés. Bernat, alors on était content de le revoir, mais ça a été compliqué. Mais cette défense à 4, ça tient pas. Et Alors, devant, Yacine, juste rappeler par rapport à l'ami Kerrer, que s'il a été titularisé hier soir, c'était aussi parce que Achraf Hakimi était suspendu, qu'il n'avait pas beaucoup de solutions, à part une Dagba défense à 3. Oui, ou ou Dagba. Dagba, ou une défense à 3. Allez, je te laisse finir. Voilà. Voilà. Et puis après, tu as les 4 de devant enfin les 4, ouais, les 3 et Wijnaldum. Voilà. Et notamment les joueurs de côté qui se replacent pas du tout dans cette animation. Et donc, tu te retrouves avec des joueurs sur les côtés complètement livrés à eux-mêmes, ou alors trois à l'intérieur avec des joueurs. Et en fait, Lille a fait un peu ce que Leipzig avait fait, c'est-à-dire qu'ils avaient mis des joueurs de côté, ou en tout cas, dans les déplacements, il y avait toujours un joueur de côté qui était plutôt libre pour pouvoir mettre le ballon. Voilà, et ça a été comme ça pendant une heure. Et puis après, tu as une réaction parce que, alors certains diront que c'est pas que le passage à 3, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas envie de perdre, etc. Bah ouais, moi, je pense que l'un plus l'autre, bah, ça donne les 25 dernières minutes, voilà. Et tu réagis et tu marques encore dans les 5 dernières minutes. Mais mine de rien, dans ces 25 minutes-là, là, à 3, il y a quand même plus de situations, il y a plus de rythme, il y a un positionnement qui est plus cohérent. Et ça donne l'impression que c'est vraiment plus connecté avec les joueurs que tu as. Voilà.
Nico, je te pose la même question. Globalement, sur le match d'hier, en première mi-temps, bon, on a vu le PSG qu'on voit depuis, enfin, qu'on a vu c'est les 11 dernières journées, c'est-à-dire un PSG avec un peu de mouvement, peu d'envie, pas trop d'idées. Et en deuxième mi-temps, pareil, avec les changements à partir de la 30e minute, comme l'a dit Yacine, une équipe qui est peut-être plus adaptée avec un passage à une défense à 3. Globalement, qu'est-ce que tu as pensé du match? Est-ce que tu as été inquiet à un moment du match, Nico? Bah Surtout oui, quand on a été mené 1-0 très longtemps. celui qui n'est pas inquiet en regardant la première heure de jeu du PSG, faut qu'il me donne tout de suite sa recette, parce que j'aimerais vraiment vivre les matchs comme lui, quoi. Euh, En fait, il y a deux matchs. Il y a un premier match où cette équipe, pour grossir le trait, elle joue en 7-0 quasiment, en 7-3, je veux dire. T'as 7 mecs qui défendent et t'en as 3 qui attaquent. Et le souci de ce qu'on voit, et c'est ce que dit Yacine, c'est que t'as le sentiment que la consigne, c'est d'attaquer à 3 et de les laisser faire. Donc, ce qui fait que t'as les latéraux qui montent pas, t'as pas de projection des milieux de terrain, et t'as vraiment les 3 de devant qui sont livrés à eux-mêmes pour faire des différences. Donc, on voit que ça marche pas, parce que c'est aussi beau soit-il, c'est compliqué. Et puis, en phase défensive, c'est 7 mecs qui défendent seuls, et t'en as 3 qui participent pas du tout au jeu. Donc, on a ce PSG qui est systématiquement en déséquilibre offensif et en déséquilibre défensif. Donc, ça ne peut évidemment pas marcher. Hier, ça a été, je pense, en plus accentué par la première mi-temps où il y a vraiment mais aucune intensité, comme le dit Yacine. Honnêtement, je pense que c'est la pire mi-temps du PSG depuis je sais même plus quand, quoi. J'ai rarement vu une mi-temps aussi nulle, quoi. Il s'est rien Rennes, passé. Nico, à Rennes, peut-être. Ouais, Non, bah, non, Rennes, il y a 20 minutes qui sont. ouais, il Ouais. pousse à Tu Rennes, peux tuer le match pendant 20 bien minutes. sûr. Là, franchement, la première mi-temps, il se passe mais vraiment rien. Tu peux rien attendre. Et puis, alors, ce que je comprends pas, c'est que en plus, tu te fais transpercer à chaque perte de balle, quoi. T'as une faculté à être incapable de bloquer une transition adverse enfin, c'est un miracle, le 1-0 à la mi-temps, hein. C'est vraiment un miracle pour le PSG, quoi. Et après, c'est vrai qu'à partir de la 65e, quand ils changent les deux latéraux et qu'on passe à 3 derrière, bah, t'as un nouveau match qui commence. Et puis, bon, là, c'est là où ça va être compliqué, c'est de savoir quel est le poids du passage à 3 derrière par rapport à quand tu mets en plus en parallèle, bah, déjà l'intensité qui revient comme par miracle. Ouais. Et puis tu as aussi les Lillois qui baissent de pied à ce moment-là, parce qu'ils ont quand même fait une première heure de jeu très intense. Donc tu as tout ça qui est cumulé. Donc quelle est la part du passage à 3 dans cette réaction? C'est difficile de la quantifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on voit cette formation pendant la dernière demi-heure, on a retrouvé des passes, on a retrouvé des combinaisons, on a retrouvé de l'intensité défensive, du contre-pressing, du dépassement de fonction, puisque tu as Marquinhos qui est souvent qui s'intercale très souvent au milieu de terrain. Enfin, voilà, il y a de la vie en fait, tout simplement. Il y a de la vie dans l'équipe à partir de la 65e minute et puis bah voilà, et puis tout va mieux autour, les joueurs sont meilleurs. Donc il va falloir évidemment travailler sur cette dernière demi-heure, mais on ne peut pas occulter la première heure de jeu qui est vraiment un cataclysme collectif, comme j'ai rarement vu personnellement. Pour revenir sur la première mi-temps, Yacine, moi, je voudrais que tu nous parles un peu du milieu de terrain qui n'a pas été bon du tout lors de cette première mi-temps. Je rappelle que Danilo a été mis en sentinelle et c'est la paire Gay-Wijnaldum qui était titulaire hier soir en l'absence de Marco Verratti. Et encore une fois, Wijnaldum, l'impression qu'il a un peu perdu le garçon, Yacine, hein. Ouais, après, je lis pas. Moi, franchement, vu du parc, je trouvais que ses déplacements étaient plutôt intéressants. Alors, ça manque d'intensité, etc. Il n'y a pas de problème. Dans les Mais courses, alors moi, je parlais vraiment de la relation du milieu, la relation qu'a Wijnaldum avec, que ce soit avec Danilo ou Gay. Toi, tu dis Oui, qu'il mais il a fait des choses intéressantes, mais malheureusement, sur le terrain, en tout cas en première mi-temps, ça non, mais attends, ça justement, c'est s'est ce que pas j'allais dire. ressenti, quoi, en fait. Ouais, vas-y. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, ses déplacements sont plutôt intéressants. Il se déplace dans les bons intervalles. Le problème, c'est que il n'y a pas de jeu. Voilà. Donc, en fait, comment tu fais pour le trouver? C'est-à-dire que déjà, ses partenaires, aujourd'hui, n'ont pas forcément peut-être confiance en lui. Donc, ils ne lui donnent pas facilement le ballon. Et après, de toute façon, tu n'as pas de jeu. Euh, enfin, la chance d'être au parc, c'est de voir tout le terrain. Il y a des actions, comme l'a dit Nico, pour schématiser le 7-3. Donc, tu as trois joueurs qui jouent devant. Tu as des latéraux qui restent en place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dédoublement, c'est-à-dire qu'on laisse Di Maria ou Neymar sur des 1 contre 2. Et en fait, au milieu, c'est pareil, c'est-à-dire que les joueurs à l'intérieur du jeu, là, les Wijnaldum, Gay et Danilo, ils viennent pas apporter. Oui, Donc, en c'est fait, ça. les trois, en gros, débrouillez-vous. Euh, le problème de ces trois milieux-là, de toute façon, c'est ce qu'on a répété depuis le début.
Enfin, depuis qu'on sait que Verratti va être absent un moment, qui va sortir le ballon? On a bien vu que c'est juste pas possible. Il n'y a pas un joueur capable de trouver une passe qui fait mal. Il n'y a pas un joueur capable de trouver des relais intérieurs en jouant une touche de balle. Bon, déjà, dans cette équipe, pendant 65 minutes, il n'y a pratiquement pas eu de jeu en une touche de balle. Alors que ce soit les trois milieux, mais que ce soit les autres aussi. Voilà, donc ça fait en fait trop de lacunes sur ce milieu de terrain pour proposer quelque chose. Et finalement, Gay commence à exister au moment où le PSG passe à 3 là, et avec ses deux milieux, donc il passe avec Wijnaldum. Et en fait, le moment où Paris met de l'intensité, c'est là où Gay est un peu mieux, parce que en fait, ce qu'on a répété encore 100 fois, hein, après on n'invente rien, on regarde juste les matchs. Bah, Gay, quand il est dans cette position où Paris doit mettre un peu d'intensité et qu'il y a du mouvement, bah, il doit jouer en une ou deux touches, et automatiquement, c'est plus simple pour lui. Voilà, parce qu'il se retourne vers le jeu, il joue vers l'avant, c'est lui qui décale, c'est lui qui trouve Neymar plus haut sur l'action, je crois, où Neymar décale Icardi là, de l'extérieur du pied. Voilà, en fait, c'est ça qu'on attend de Gay. Le problème, c'est que comme cette équipe n'a pas de style, n'a pas de principe, n'a pas enfin, ouais, n'a pas de collectif, bah, en gros, c'est chaque joueur, au moment où il reçoit la balle, il doit inventer quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que j'ai des latéraux? Est-ce que j'ai un milieu qui rentre? Est-ce que j'ai tiens, parce qu'il y avait Messi en neuf, est-ce que j'ai mon neuf qui décroche? Est-ce que j'ai mon neuf qui plonge? Tu sais, voilà, tu dois t'adapter, tu dois improviser au moment où tu reçois le ballon. Et puis surtout qu'il rechange encore de système tactique. Il est passé d'un 4-2-3-1 à une sorte de 4-3-3 avec un Messi en faux neuf. Donc évidemment, comme tu parlais d'adaptabilité, c'est le cas chaque semaine. Même question, Nico, sur le milieu de terrain hier, que ce soit Gay, Danilo ou Wijnaldum. Wijnaldum, quand même, qui avait quand même une chance avec l'absence qui est prévue, je crois que c'est 4 semaines hein, Mm. pour Verratti. Est-ce que selon toi, il rate encore sa chance hier soir ou c'est vraiment dû aux joueurs qui l'accompagnaient? Parce que du coup, Yacine parlait de la difficulté à ressortir le ballon sans Verratti, mais Wijnaldum, il n'a pas ses qualités pour ressortir proprement le ballon, Nico? Il y a deux choses avec lui. Déjà, il y a un manque de rythme, moi je pense, parce que c'est un cercle un peu vicieux. Il est pas bon, il joue pas, et puis bah du coup, quand il joue, il manque de rythme. Donc, tu vas être un petit peu dans cette espèce de cercle vicieux. Et c'est clair que là, il y a un vrai déficit dans l'intensité, dans la course, dans la vitesse de jeu. Ça, c'est une première chose. Après, au niveau de la combinaison, bah, je trouve qu'il est noyé comme les autres en première mi-temps. C'est-à-dire que c'est assez difficile de comprendre cette absence de jeu sur les côtés, de voilà, voir Bernat aussi peu monter offensivement. Je pense que c'est des consignes, quoi. C'est ça que moi qui me dérange, c'est que c'est difficile de proposer du jeu avec seulement trois mecs offensifs. Et puis en plus, c'est toujours la même chose. Donc tu vas demander à ton milieu de travailler énormément. On l'a vu hier que les Lillois nous faisaient énormément reculer. Enfin, on n'a pas de récupération de balles très haute en première mi-temps, hein. À chaque fois, Renato Sanchez, il te fait reculer le bloc de 40 mètres. Donc, Ah, il a fait mal hier. c'est. Ouais, non, mais on récupère le ballon à chaque fois. Alors, j'ai pas vu les lignes de récupération hier, mais en première mi-temps, je pense qu'on récupère au mieux à 25 mètres de notre but. Ça veut dire que derrière, t'as énormément de terrain pour remonter. Et puis, bah, tu as un milieu qui est très bas. Tu as des attaquants qui sont trop hauts. Et bah, au milieu, il y a une zone trop importante. Et Wijnaldum n'est pas aujourd'hui capable de transpercer ça, un peu bah, comme Renato Sanchez. Voilà, c'est pas un joueur qui est capable de faire ça. Donc son match hier, il est carrément. Moi, je trouve qu'il est raté. Effectivement, comme le dit Yacine, il y a des mouvements de temps en temps qui sont intéressants. On voit qu'il essaye de se proposer entre les lignes, il essaye d'apporter des choses, mais c'est lent, c'est pas inspiré. Quand le ballon lui arrive, il a du mal à bien enchaîner. Voilà, c'est un match qui est clairement raté. Maintenant, on peut pas, euh, on peut pas considérer que c'est un mauvais joueur parce qu'on sait qu'il a des qualités. On ne joue pas à Liverpool toutes ces années parce qu'on est mauvais. On n'est pas capitaine des Pays-Bas parce qu'on est mauvais. Donc c'est clairement un bon joueur. Maintenant, c'est pas parce que tu es un bon joueur que ça va fonctionner dans une équipe. Et on le voit aujourd'hui dans l'équipe du PSG, il a du mal à trouver sa place. Euh, il a du mal à trouver son positionnement. Il a du mal à trouver les enchaînements parce que, comme le dit Yacine, il n'y a pas d'enchaînement de toute façon dans cette équipe. Donc il est clairement en difficulté. Et moi, j'aimerais vraiment le voir enchaîner les matchs. Déjà, c'est la première chose pour qu'au moins il ait un petit peu de rythme. Et puis, il faudrait surtout qu'il enchaîne les matchs sur une position fixe avec un plan de jeu un peu plus clair. À Liverpool, il était énormément cadré. Liverpool est une équipe avec un style de jeu très très bien défini où chaque joueur sait exactement ce qu'il a à faire, à quelle place, à quel moment. Le PSG, c'est tout le contraire. Donc, il a clairement du mal au niveau de l'adaptation par rapport à ça. Mais je pense pas que tout soit de sa faute, malheureusement. C'est plus profond que ça.
On va passer aussi on en a parlé au début, hein, des latéraux qui n'ont pas donné satisfaction, et notamment Kerrer, qui sur le but de Jonathan David, qui est complètement dépassé. Alors déjà, il est en retard, il est trop à l'intérieur, il est en retard quand Yilmaz récupère le ballon, et en plus, dans la surface, il se fait bouger par un attaquant de 36 ans, il me semble, hein, Yacine, hein, c'est ça, Mm. hein. Mm. Donc voilà. Et de l'autre côté, Bernat qui a été titulaire hier soir au Parc, dont on a vu les limites et dont on sent qu'il n'est clairement pas prêt. Offensivement, il n'a pas apporté grand-chose, et défensivement, ça a été parfois aussi compliqué, Yacine. Oui, alors ça a été compliqué, mais le problème, c'est que j'aurais bien voulu voir Bernat rester un peu sur le terrain au moment du passage à 3. Oui. Non, mais pourquoi? Juste pour voir en fait si c'est réellement physique ou si, Si c'est le comme schéma. le dit Nico, ben oui, et les consignes. Parce que évidemment que Bernat, bon, c'est quand même, ça fait un petit moment qu'on le voit au Oui, PSG. bien Alors, sûr. il a été blessé, mais voilà. On sait que c'est un joueur qui aime monter, qui aime avancer, qui aime proposer. Et là, il l'a pas fait. Alors, au moins, on aurait eu la réponse de savoir est-ce qu'il n'est pas encore prêt ou est-ce que, bah, quand c'est à 4, les 4 défenseurs ont pour consigne de ne pas sortir et ça aurait été quand même un bon élément de réponse. Maintenant, les latéraux, le problème, c'est que cette équipe ne peut pas défendre à 4. Pourquoi? Bah, parce qu'à partir du moment où tes joueurs offensifs excentrés ne travaillent pas, bah, tu te retrouves avec des 2 contre 1 sur les côtés, qu'en plus de ça, ils sont trop vite à l'intérieur parce que je pense qu'ils ont. Moi je reste persuadé, et je sais que certains diront encore une fois Pochettino, Pochettino. Il y a des positionnements qui sont automatiquement influencés par le discours du coach. Si le discours du coach, c'est d'abord, les gars, restez solides, on ne prend pas de but, vous êtes d'abord là pour tenir parce que devant, on a des artistes et eux, ils sont libres et ils vont moins défendre, etc. C'est obligé qu'en fait les joueurs se retrouvent trop vite à l'intérieur. Parce que dans l'idée, c'est de se dire vite, protégeons l'axe, protégeons l'axe, protégeons Donc l'axe. c'était le cas de Kerrer sur le premier but lillois, Bien quoi. sûr, mais le problème, c'est que je t'aurais dit, c'est de la faute de Kerrer. Si c'était pas arrivé à Hakimi avant, Oui, si bien sûr. c'était pas arrivé à Dagba avant, ça arrive à tous les matchs. Je l'ai montré dans certaines minutes, coach. C'est Ça vrai. arrive à tous les matchs. Donc ça veut dire que c'est pas Kerrer le coupable. C'est bien ou l'animation, ou les consignes, etc. Mais en tout cas, ça peut pas être que Kerrer. Après, Kerrer, tu le mets pas en position de force parce qu'il est plutôt pas mal depuis le début de saison dans l'axe. On sait qu'il est en difficulté à droite et tu le remets à droite. Alors, ok, les circonstances, mais encore une fois, puisque les circonstances t'amènent à repenser autre chose, bah, fais autre chose, propose autre chose. Euh, Il il avait, il parle. avait d'ailleurs, je crois que c'était Tourelle qui avait une fois que c'était une fois qu'avait essayé Herrera, il me semble, en En latéral latéral. droit. Ouais. Bon, en même temps, Voilà. là, Herrera, Non, mais cette je parle. semaine, c'était un peu compliqué Ouais. pour lui. Donc, c'est des problèmes Déjà. de GPS, de chemin, voilà. Non, mais je parle plutôt d'animation. C'est-à-dire que puisque tu n'as pas les joueurs pour jouer aujourd'hui à 4, bah, joue à 3. Déjà, pour commencer. Donc, bon, bref. Après, le passage à 3, comme par hasard, alors, ok, tu as des joueurs frais qui rentrent, Mendes, Dagba, etc. Mais il te permet de défendre autrement. Et sur la première période, il y a un truc qui est hallucinant. C'est les passes entre le latéral et l'axial au moment des transitions lilloises. Mais tu sais, mais ça se voyait, c'était tellement ciblé. La première accélération de Ikoné, alors l'accélération, elle fait mal parce qu'il va très très vite et il dépose Kimpembe. Kimpembe, Mais ouais. tu vois bien que dans l'idée lilloise, la première chose à faire quand il récupérait le ballon, c'était de trouver ses joueurs entre le latéral et le défenseur central pour plonger dans leur dos. Mais c'est hallucinant que tu te rends compte les lacunes qu'une équipe comme le PSG a pour être ciblée à ce point par Leipzig, par Lille, sur ces zones de terrain. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et tu te fais transpercer, franchement. Mais heureusement que Lille, c'est pas une équipe qui est en confiance, etc. Parce que franchement, il y a des transitions en première période. Mais s'il les joue bien, mais franchement, ça peut faire très très mal à la mi-temps. Bah, Nico, hein, même question, hein, sur les latéraux, que ce soit Bernat et Thilo Kehrer. Moi, j'ai toujours les mêmes questions. Après Yacine, c'est vache, hein, du coup, j'ai plus rien à dire à chaque fois. La prochaine fois, c'est vrai que je te donnerai la parole en premier. Non, je trouve que il y a deux choses, moi, qui me choquent. La première, cette équipe, elle sait défendre un 4. Enfin, le 4-3-3, il est quand même assez immuable. C'est quand même une formation qui est archi utilisée au PSG depuis plusieurs années. Donc,
il y a quand même une culture de la défense à 4. Mais par contre, encore une fois, on va revenir à ce qu'on disait au début, c'est que du moment où tu as 3 joueurs devant qui défendent plus, c'est compliqué de demander au milieu de compenser dans l'axe, mais aussi sur les côtés, aux latéraux de gérer des infériorités numériques systématiques. Et donc le problème, il part de plus haut, je pense. C'est pas un problème de défenseur en soi, même si effectivement un mec comme Kerrer, c'est pas son poste de prédilection le côté droit, mais il a quand même aussi fait des matchs honnêtes défensivement côté droit. Sauf que là, on le voit que défensivement, Kerrer, et comme Hakimi, Yacine a raison, comme Hakimi, ils sont en difficulté derrière, parce qu'il y a il y a cette infériorité numérique permanente dans les côtés, il y a cette consigne de ne pas monter qui te bride les joueurs, et puis tu as cet appel vers l'axe systématique. L'occupation de la largeur des 4 du PSG, elle est pas bonne, ça se voit d'ailleurs sur le but, hein, sur le but lillois, au moment du décalage vers Yilmaz, tu as 4 joueurs qui sont sur une ligne de, allez, on va dire de 20 mètres, quoi. Il n'y a aucune occupation de la largeur des 4 de derrière, mais ça, c'est complètement dû à ce déséquilibre qui part de plus haut, je pense. Donc, c'est difficile de pointer que les défenseurs. Après, Kerrer, sur le but, il est pris en vivacité par Yilmaz, et je ne savais même pas que c'était encore possible en France qu'un défenseur se fasse prendre de vivacité par ce mec-là. Donc, voilà, au moins, il nous surprend toujours. Mais après, il y a aussi un mauvais positionnement du corps. Il y a rien qui va de toute façon sur cette action défensive de Kerrer. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais 5 ou 10 minutes avant, il y a une action avec, je crois que c'est Jonathan David, je crois, qui l'enrhume aussi. Je ne sais pas si tu te souviens de cette action. Et il tombe, Kerrer. Et moi, quand je vois l'action, je dis putain, il s'est fait arracher le maillot. Mais en fait, sur le ralenti, c'est pas du tout fait arracher le maillot. En fait, il a juste pris un crochet dévastateur et derrière, il perd l'équilibre comme il le fait Moi souvent. aussi, vu du parc, je croyais qu'il lui avait tiré le bras. Ouais, bah moi aussi, mais en fait, pas du tout, quoi. Donc, c'était la scène, elle est. Bon, au moins, voilà, tu avais déjà eu. Voilà, le but le but après, c'est juste un ralenti de cette action-là, hein, c'est la même, hein. Donc voilà, il y a vraiment ce gros souci. Mais après, quand tu as cette difficulté à défendre à 4 parce que tu as un déséquilibre, moi, je comprends pas, comme vous, que Pochettino commence pas le match à 3 une fois pour toutes, de temps en temps, au moins qu'il teste. Peut-être que ça marchera pas mieux en début de match. Et puis peut-être qu'en fait, bah, le PSG est meilleur à partir de l'heure de jeu parce qu'en face, c'est moins bon physiquement et que cette équipe, pour l'instant, n'est pas capable de répondre physiquement. C'est peut-être ça, là, j'en sais rien. Mais moi, j'aimerais au moins quand même qu'on commence à voir le 3-4-3 ou le 3-5-2 sur des débuts de match. Alors évidemment, ça implique des choix forts de Pochettino. Il va falloir qu'il fasse des choix et puis qu'il les assume. Mais j'aimerais commencer à voir cette équipe dans ce schéma pour voir si ça ne permet pas justement d'avoir un peu plus de contrôle. Parce que la première mi-temps, le PSG ne contrôle absolument rien. Et je le redis, s'il y a 2 ou 3-0 à la mi-temps, bah, il n'y a pas à crier au scandale parce que les Lillois ont des occasions quand même assez. Alors, il y a pas il y a quelques occasions avec Donnarumma qui intervient, mais il y a surtout des situations qui sont mal négociées sur la dernière passe, avec aussi un Marquinhos qui sauve pas mal de coups en première mi-temps. Mais il faut. Tu peux pas commencer les matchs comme ça avec pendant une mi-temps aussi peu de solidité défensive. C'est assez suicidaire d'avoir des matchs comme ça. Donc cette défense, elle pose question et il y a des gros matchs qui arrivent. Donc va falloir vite réagir. Avant de passer à vos coups de cœur, il n'y aura pas de coup de gueule cette semaine, c'est 2 coups de cœur, donc voilà, il y a un peu de positif quand même. Un mot sur cette équipe lilloise qui était. Je ne les ai pas trouvés. Alors, une bonne équipe lilloise hein, qui s'est créé des occasions, mais j'ai trouvé plutôt une équipe sérieuse, bien positionnée, mais pas de quoi non plus embêter enfin, qui n'aurait pas dû, selon moi, embêter autant le Paris Saint-Germain. Ça reste une bonne équipe, mais hier soir, clairement, je te laisse la parole, Nico. Hein, comme ça, tu vas pouvoir, c'est toi qui vas pouvoir lancer les débats sur Lille avant qu'on revienne sur les cas individuels. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette équipe lilloise avec un très très bon milieu de terrain, Renato Sanchez, Iconé qui était pas très bien ces derniers temps, qui a fait plutôt un très bon match hier. Yilmaz, pareil, qui était pas très très bon ces derniers temps, qui semblait. Alors, c'est aussi parce que tu es au Parc des Princes et que tu es face à ton dauphin. Tu es face au Paris Saint-Germain. Mais globalement, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette équipe, Nico? Bah, les Lillois, ils ont fait ce que font 99% des équipes en crise ou en mal de confiance. Dès qu'ils arrivent face au PSG, ils se mettent à bien jouer comme par miracle. Et moi, j'ai trouvé que c'était un bon match, hein. Alors après, Gourvenec, hier, il aligne à part le gardien, c'est que des mecs qui ont été champions l'an dernier. Donc, c'est une équipe quand même qu'on connaît, qui l'an dernier marchait bien. Alors, j'ai pas vu tous les matchs de Lille cette saison, j'en ai vu quelques-uns. Et c'est vrai que c'est une équipe qui a vraiment eu des gros ratés en début de saison. Le match que je vois hier de Lille, il est consistant vraiment, hein, là. Il y a un plan de jeu clair, il y a beaucoup de vitesse dans les transitions, il y a du talent devant,
il y a une vraie solidité défensive pendant une heure de jeu. Et moi, je trouve que cette équipe-là, elle est bonne hier, franchement, et que le Puis PSG. Renato Sanchez, il fait du bien parce qu'il me semble qu'il était absent en début de saison. Oui, Il oui, était il a été blessé. beaucoup Donc là, blessé. le retour fait beaucoup de bien à cette équipe lilloise. Bah, surtout dans l'axe, comme ça. C'est vrai que des fois, quand il est sur le côté, il a moins d'influence. Moi, je trouve que comme ça, à ce poste-là, il est assez irrésistible. Sa première demi-temps, elle est assez phénoménale. Et non, je trouve que l'équipe de Lille d'hier. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle équipe. Et s'ils jouent comme ça pendant 2, 3, 4, 5 matchs, ils vont très vite remonter au classement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après, on voit quand même, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, que sur la dernière passe, hier, il y a un petit peu de déchets. Ouais. Et c'est ce qui les prive, à mon avis, d'un avantage plus conséquent à la mi-temps. Et derrière, bah, ils se font punir parce que j'ai entendu dire que Lille ne méritait pas de perdre hier, que Lille avait fait une super mi-temps, effectivement. Mais voilà, un match, c'est pas juste 60 Bah minutes. oui, ouais. Et il y a une dernière demi-heure, pour le coup, qui est vraiment moins bonne. Alors, ça coïncide aussi avec la montée en puissance du PSG. Alors, ça fait bizarre de dire montée en puissance du PSG. Je crois qu'on l'a pas dit souvent cette année. Ça fait plaisir de le dire. Mais toi, ça coïncide vraiment avec cette. Voilà, à partir de l'heure de jeu, ils déclinent physiquement, le PSG va mieux. Ouais. Et leur dernière demi-heure, pour le coup, que le PSG soit revenu au score et que soit même passé devant, c'est pas non plus un hold-up, quoi, comme j'ai pu l'entendre, quoi. Voilà, le PSG, sur la dernière demi-heure, est largement Ah bah dominateur. oui, oui, bien sûr. Et il y a pas photo sur la deuxième mi-temps à l'arrivée. Donc, mais j'ai pas, en tout cas, j'avais lu cette équipe lilloise était une équipe en crise, que c'était compliqué pour eux. Ce que j'ai vu hier, franchement, ça correspond pas du tout à ce qu'on a pu dire d'eux depuis le début de saison, en tout cas. Bah pareil, Yacine, un petit mot sur cette équipe niçoise. Toi j'ai dit niçoise, lilloise, pardon. La fatigue du matin. Toi qui, je le répète, hein, qui était au Parc des Princes, en tribune presse pour Paris United. Et on rappelle déjà que la tribune presse, c'est super bien situé, Yacine. Tu es vraiment au milieu du. Enfin, tu as une vue globale sur le terrain. Tu es Mm. situé à peu près au milieu dans les tribunes latérales. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe lilloise plutôt sérieuse hier tu l'as trouvée plutôt bonne ou tu penses. Moi, honnêtement, hein, j'ai Moi, trouvé que c'était une bonne équipe lilloise, mais voilà, il y a eu des situations, mais voilà, je pense que Paris était quand même, enfin, avait les moyens largement de faire mieux que ce qu'ils ont fait, en tout cas les 60 premières minutes. je pense qu'ils ont fait ouais, 65 bonnes minutes, très bonnes, parfois très bonnes. En fait, le truc, c'est surtout que ne le prenez pas comme une attaque à Pochettino, ce que je vais dire. Ils avaient un plan de jeu. Voilà. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire, bien défendre et ressortir très vite les ballons avec des courses qui étaient plutôt coordonnées. Chacun savait ce qu'il avait à faire et on cherchait du jeu rapide vers l'avant. Comme Paris n'aimait pas de contre-pressing, bah, ouais, sur les premières passes dans la transition, tu as souvent été en difficulté, tu t'es retrouvé à défendre en reculant. Et ce que tu as dit, c'est vrai, c'est qu'on voit bien que Renato, il fait beaucoup de bien à cette équipe parce que euh, même si lui, il faut qu'il tombe réellement sur le coach qui va lui faire passer un cap dans la gestion de ses matchs, parce qu'il est un peu tout le temps à fond. Et Ouais. tu peux pas faire un match que à fond. Dès que tu as le ballon, tu es à fond. Il y a des temps de jeu dans un match, tu dois les gérer. Par contre, quand il est au moment où il est bien physiquement, etc., franchement, sur chaque percussion, parce qu'il n'est pas juste puissant, il est technique, sur chaque percussion, il te fait vraiment très mal. Il te fait gagner 20 mètres à chaque fois. Donc, je pense que c'est lui qui fait aussi la différence. Après, je ne vais pas être original quand je vais dire que, bah, en fait, ça peut jamais. Le match contre PSG, c'est jamais un match référence. Parce que c'est, comme tu as dit, hein, le match de gala, c'est le match contre Paris. Tu viens avec une concentration qui est un peu élevée parce que tu te dis que tu n'as pas envie de prendre une rouste. Ouais. Donc, tout ça mélangé, le match contre Paris, c'est jamais une référence. Et on le voit souvent, les équipes après Paris, derrière, quand elles font un résultat ou quand elles font un très bon match en disant on n'est pas passé loin, en général, derrière, il y a une série de matchs sans victoire parce qu'ils pensent que Oui, c'est leur souvent, ouais. niveau et que derrière, bah oui, parce que ce match-là, il est tellement spécial dans la saison que voilà, après, effectivement, ils peuvent. Alors, encore une fois, personne ne connaît l'avenir, donc même peut-être ils auraient mené 2-0, il y aurait eu 2-2, on ne sait pas, ou peut-être 3-2, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont eu les moyens de mener plus largement. Euh, et en fait, beaucoup de monde oublie que la deuxième partie de saison de Lille l'année dernière, ils font ce qu'il faut pour être champion sur l'efficacité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas exceptionnels. Mais rappelez-vous, même au parc, ils viennent, ils n'ont pas 10 occasions.
Ce qui leur manque aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est-à-dire que la confiance que l'efficacité te donne, où tu sais que tu as besoin que d'une ou deux situations pour marquer. Bah, aujourd'hui, voilà, contre Paris, ils marquent un but. Ils ont pratiquement cinq vraies situations, et on va dire 6 ou 7 que tu peux mettre dedans en tout. Voilà. Et l'année dernière, sur 6 ou 7, ils marquaient 2 buts ou 3 buts. Et puis derrière, tu n'as pas Maignan qui te sauve les, les derniers ballons. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Je pense que c'est réellement en efficacité parce que, bah, comme Nico, je pense tu revois un peu l'équipe de l'année dernière Oui, parce que avec. l'effectif a peu bougé, a peu changé. Il y a un nouvel entraîneur, effectivement, mais qui a gardé un peu les mêmes principes que Christophe Galtier. Je crois que c'était le 4-4-2 Ouais, ouais. qu'utilise Christophe Ouais, Galtier. il te manque l'efficacité dans les deux surfaces, en fait. Voilà. Juste un petit mot avant de venir sur vos coups de cœur. Un mot de Lionel Messi qui est sorti à la mi-temps. Pochettino a répondu on lui a posé la question, évidemment. Alors, c'est un peu bizarre la réponse qu'il a, il a sortie. Parce qu'on lui demandait s'il était blessé. Messi il répond non, je ne pense pas, mais on a voulu prendre des précautions. Voilà, il n'a pas donné plus de détails que ça. Mais c'est vrai que la première mi-temps de Messi, elle est un peu, voilà, elle est un peu décevante. Nico. Un peu. Oui, mais tu me connais, je minimise toujours. C'est gentil, un peu décevant. Je suis un gentil, Nico. C'est vrai. Je sens. Moi, je suis pas un gentil, moi. Donc, Eh ben, fais-toi plaisir. non, non, sa première mi-temps, elle est à l'image du PSG. Elle est juste. Je vais pas dire le mot de Yacine, j'ai failli lui voler. Elle est horrible, cette première mi-temps, mais s'il a un problème physique, qu'est-ce qu'il fout sur le terrain, toi? Voilà, c'est juste. Il s'est pas entraîné ou très peu depuis Marseille. Il a un problème de cuisse. Il a un match de Ligue des Champions super important qui arrive dans 4 jours. Qu'est-ce que Messi fout sur le terrain s'il n'est pas à 100%? Ouais. Donc, bon, après, je suis pas dans le secret du vestiaire et du camp des loges pour savoir si c'est lui qui a décidé de jouer, si c'était le staff qui a dit que c'était OK. Je sais pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas, hier, il était pas en état de jouer. Puis en plus, bah, il s'est retrouvé au milieu d'une première mi-temps atroce. Et donc, du coup, bah, il n'a pas du tout sublimé ça. Mais ce qui peut surtout choquer hier, c'est son déchet technique inhabituel, des mauvaises Beaucoup, passes. beaucoup de pertes de balles, ouais. Ouais, c'est Ouais, vrai. ouais, il y a des erreurs techniques, mais je pense que c'est le problème de Messi actuellement. De toute façon, je pense qu'il est complètement lié déjà à son adaptation. N'oublions pas, encore une fois, que tout Messi qu'il est, il arrive dans une nouvelle équipe, dans un nouvel environnement et que bah, c'est rare qu'un joueur surperforme d'entrée. Donc, Surtout Messi, qu'il fait aucune préparation avant de rejoindre le en PSG, parce plus, qu'il voilà. il quitte le Barça fin juin, enfin en fin de saison, et qui fait pas du tout de préparation. Et voilà, et j'allais y venir, effectivement. Après, il y a aussi ce côté physique qui est évident que Messi n'est pas prêt. Il est parti jouer très rapidement en Amérique du Sud, une semaine, je crois, après son arrivée au PSG. Voilà, c'est un joueur qui n'est absolument pas prêt physiquement. Donc, pour l'instant, il est en train de découvrir tout ça. Il est en train de peaufiner aussi tout ça. Et ça va prendre un peu de temps. Alors, je comprends l'impatience de certains parce que c'est Messi et qu'on s'imaginait le voir marcher sur la Ligue 1 dès son arrivée. Mais en fait, on se rend compte que tout Messi qu'il est, la Ligue 1, c'est pas si facile que ça, et que quand le physique n'est pas encore au rendez-vous, bah, forcément le foot c'est plus difficile. Donc hier c'est un très mauvais match en tout cas, et il n'y a pas grand-chose à dire de sa prestation parce il a rien montré de toute façon. Donc. Ouais, tu veux dire un petit mot, Yacine, sur Messi, ou tu es d'accord avec Nico? Non, je suis d'accord. Quand Messi rate même des contrôles, c'est Ouais. que bon, faut passer à autre chose. Bah oui, il faut dire la vérité. C'est Maintenant, pas le moi, je suis de l'avis bonjour. de Non, mais je suis de l'avis de Nico, c'est-à-dire que pour moi, je pense qu'il devait tout simplement pas jouer et qu'il il est venu sur le terrain enfin voilà, il est venu, on l'a mis, il a dû dire ouais, je veux jouer. Tu voyais bien qu'il voulait pas se blesser. Il s'est testé, quoi, en fait, et puis Ouais, il a vu que voilà. c'était pas bon, il s'est dit, bon, bah, Ouais, oui, c'est je lâche clair. l'affaire. Ok. Bon, on va passer à vos coups de cœur. Nico, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de Neymar. Toi et moi étions d'accord. Yacine aussi était d'accord, même il a nuancé. Alors, il fait pas évidemment une bonne première mi-temps, mais ça, c'est comme toute l'équipe. Je ne vais pas stigmatiser Neymar, parce qu'en première mi-temps, ils ont tous été moyens, voire mauvais. Sauf qu'on a l'impression qu'en deuxième mi-temps et après les changements, on a l'impression que c'est lui, Nico, qui sonne la révolte, un sursaut d'orgueil, et on le voit récupérer des ballons, se battre, mettre de l'agressivité, jouer plus simple, jouer juste. On a vu 25 minutes d'un très bon Neymar hier soir, n'ayons pas peur des mots, Nico. Alors, c'est un coup de cœur, un peu coup de gueule aussi, parce que la première heure de Neymar, franchement,
C'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Ouais. La première heure de Neymar, c'est vraiment, encore une fois, limite du foutage de gueule. Alors, il se cache pas. Effectivement, tu peux pas lui enlever ça. C'est vrai qu'il n'est pas caché dans un coin. Il n'a pas fait une Messi hier en première mi-temps, par exemple. C'est vrai qu'il se montre. Mais, mais sa manière de. Tu peux pas accepter sa manière de jouer pendant une heure de jeu, voilà, parce que tu peux pas accepter qu'un mec soit aussi peu concerné par le repli défensif. Il fait même pas semblant de trottiner. Là, pour le coup, il se désintéresse complètement du ballon à la perte de balle. Il te déséquilibre systématiquement l'équipe. Quand il a le ballon, il le lâche jamais. Comme d'habitude, il veut s'entêter. Énormément de pertes de balles en première Oui, mi-temps, mais c'est normal. notamment sur des actions individuelles. Tu as raison, Il Nico. garde tellement le ballon qu'il a toujours un ou deux mecs sur le dos et puis il va s'entêter là-dedans. Donc la première heure de jeu de Neymar, franchement, c'est encore du bon foutage de gueule. Après, effectivement, à partir de la 60e, 65e minute, on voit un Neymar beaucoup plus juste dans ses choix, qui met de l'intensité dans ses courses, qui lâche le ballon tout de suite, qui privilégie la passe. Et là, effectivement, il devient très intéressant dans le jeu. Alors, j'ai un peu discuté hier avec les adeptes de la secte du chemin du roi. Alors, J'ai quelques discussions avec eux. D'ailleurs, encore ce matin, ça continue. Donc, ils ont une théorie qui est assez marrante et que je veux bien entendre, en fait. C'est de dire que quand autour de Neymar, c'est pas bon, et ben, il est pas bon, il dribble, il court pas, il y a pas d'intensité, et qu'en fait, c'est de la faute des autres autour. oui, alors ça, c'est une théorie qui est assez connue, effectivement. Ouais. Voilà. Cette théorie-là, elle s'entend après. Moi, je veux bien l'entendre. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est que quand Neymar se met à jouer simple, à lâcher son ballon et à ne plus faire des dribbles en permanence, eh ben, ça fluidifie ton jeu d'équipe et comme par hasard, tout le monde autour en profite et devient bon. Voilà. Donc, tu as deux points de vue par rapport à ça qui, à l'arrivée, se rejoignent. Avec un seul point, il y a un point commun à ces deux théories, c'est qu'en fait, on est tous d'accord pour dire que le Neymar qui est bon, bah, c'est le Neymar qui n'essaie pas de dribbler. C'est le Neymar qui d'abord cherche des passes avec soit sur un contrôle, soit sans contrôle. Et qu'à l'arrivée, bah, tout le monde en profite. Et c'est vrai que Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur ce magnifique extérieur de Neymar pour Icardi, en seconde mi-temps? Mais incroyable. ouais, très belle passe. Très belle passe. Après, encore une fois, tu sais, quand tu sais que Neymar va lever la tête et va te donner la balle, tu peux faire ton appel de balle à ce moment-là. Et c'est ce que fait très bien Icardi sur cette action-là. Quand Neymar, il est la tête dans les chaussures, à provoquer trois mecs sur le côté gauche, à vouloir faire une roulette, un petit pont, puis un petit élastico avant de faire une passe, c'est toujours le même problème. À quel moment tu vas déclencher ton appel quand tu es autour de lui? Tu sais jamais le déclencher ton appel. Là, quand il joue simple, bah, c'est un joueur qui a une qualité de passe largement au-dessus de la moyenne, qui voit vite, qui voit juste, qui techniquement est capable de donner le ballon où il faut. Et puis bah, à l'arrivée, sa dernière demi-heure, elle est de très bonne facture. Moi maintenant, bah, tous ceux là qui nous tombent dessus quand on critique Neymar, j'ai envie de leur dire, bah, le Neymar de la dernière demi-heure, quand moi je l'aurais vu 3, 4, 5 matchs consécutifs pendant 90 minutes à ce niveau-là, et ben, je serais d'accord avec vous. Je vais vous dire, ce Neymar-là, il est indispensable au PSG. Le Neymar de la première heure de jeu, moi franchement, je suis entraîneur du PSG, je suis même pas sûr qu'il revient sur la pelouse à la mi-temps, parce que la première mi-temps, elle est pas possible. Donc que Neymar enchaîne sur ce qu'il fait pendant la dernière demi-heure, qu'il joue collectif, qu'il arrête de s'entêter dans les 1 contre 1, et puis on va retrouver, je pense, un jeu qui va monter en puissance et en qualité parce que quand il joue comme ça, il fait du bien à l'équipe, faut le dire. Bah, tu peux réagir aussi dessus, Yacine. C'est vrai que Neymar, hier, en première mi-temps, enfin, jusqu'à l'heure de jeu, tu l'as mis sur ton papier d'après-match, Yacine. Tu dis qu'il est à la fois, il peut être à la fois génial et à la fois agaçant. Le génial, c'était évidemment à partir de la 60e minute, et puis l'agaçant, c'était la première heure de jeu, où on a senti que, voilà, vu qu'il sentait qu'ils n'y arrivaient pas, il s'est dit, enfin, c'est les défauts de Neymar, je vais faire la différence tout seul, et il y a eu énormément de pertes de balles. Et puis quand il y a eu le changement de système, comme l'a dit Nico, voilà, il a été beaucoup plus juste, il a mis beaucoup plus d'intensité, il a joué avec tout le monde, il a joué avec Di Maria, il a joué avec Icardi, je rappelais la super passe de l'extérieur pour Icardi qui fait l'appel. Voilà, c'est usant, c'est frustrant, Yacine, d'avoir un joueur de cette qualité, mais qui joue que par intermittence. Hier, on a eu de la chance parce qu'il a joué 30 bonnes minutes, mais depuis le début de saison, on n'avait pas vu un Neymar à ce niveau-là, Yacine. Ouais, c'est vrai, mais en fait, moi, le problème, c'est que, en fait, je crois qu'il y a des gens qui confondent beaucoup de choses. Bon, la première, c'est évidemment l'exigence. Quand tu vois la dernière demi-heure, moi, m'expliquez pas à chaque fois, ouais, vous lui tapez dessus. Moi, je suis désolé quand tu as ces qualités-là et que tu es capable, parce que c'est pas juste les qualités, c'est que tu as déjà montré que tu savais le faire. Donc,
qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais attendre le match ou les 30 minutes tous les 2 mois où tu vas dire, enfin, tu vas remettre les choses au clair, entre guillemets, comme ils disent maintenant, tu vas fermer des bouches et puis Ouais. et tu vas redisparaître pendant 2 mois. Donc, à un moment donné, je suis obligé d'être exigeant avec ce joueur-là parce que je sais de quoi il est capable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que Pochettino, pour en revenir toujours à la même chose, il y a des joueurs aujourd'hui, comme Di Maria, comme Neymar, qui ne sont plus capables de jouer sur les côtés, de faire beaucoup d'efforts, alors défensifs, et de gagner des 1 contre 1. Par contre, quand ils se recentrent un peu plus, qu'il y a du mouvement et qu'ils échangent rapidement, il se passe des choses. À un moment donné, je ne sais pas, regarde les matchs et essaye de voir comment tu peux faire. Hier, Di Maria, il n'est pas. Alors, Di Maria, il court toujours un peu, il essaie des pressings, etc. L'attitude, c'est pas la même. Mais malgré tout, on voit bien que dès qu'ils se ressentent la dernière demi-heure, mais ça n'a rien à voir parce que tu as des joueurs avec une qualité de passe qui est exceptionnelle. Eh oui, eh oui. Donc peut-être mêlés dans des positions qui vont plus leur correspondre aujourd'hui à leur qualité. Bah, sur le but de Di Maria, on voit l'échange Di Mais bien sûr. Maria-Neymar et puis Et voilà. la toute petite louche de Neymar pour le but de Di Maria, c'est fantastique. Voilà. Après, alors, juste juste le petit truc qui change, c'est que moi, au début, les premières prises de balle, je les ai trouvées bonnes au tout début de match. Il fait Mhm. 2, 3 prises de balle vers l'avant, je me dis, tiens, il a décidé d'être dans un bon jour. Bon, finalement, ça a duré Mais parce il voulait fermer nos bouches, c'est normal. ça a duré 6, 7 minutes et c'est réapparu à la fin. Euh, voilà, mais en fait, le truc, c'est vrai que moi, c'est hyper frustrant d'avoir un joueur avec cette qualité. Après, de toute façon, moi, on ne m'enlèvera pas de la tête parce que, encore une fois, la chance d'être au parc, c'est de voir aussi, même quand Eh le oui. ballon est loin. On ne m'enlèvera pas de la tête qu'il y a des consignes dans cette équipe qui doivent être folles et j'aimerais tellement assister à une causerie parce que c'est vrai que Neymar ne défend pas déjà à la perte de balle. En tout cas, sur la première heure, parce qu'après, une fois qu'il y a l'envie, la motivation, bah, tu as l'impression que tout le monde s'y met un peu. Mais vraiment, tu sais, c'est équipe de district avec 3 attaquants qui restent plantés devant. Non, mais non, mais j'aurais dû prendre des photos. À un moment donné, tu as le ballon les Lillois, ils ont le ballon dans tes 30 Ah, mètres. ça va T'as- finir avec une minute coach, ça, Yacine, hein. Bah ouais, t'as 30... ouais, mais parce que le problème de la minute coach, c'est qu'avec les caméras, des fois, tu as des angles, tu vois rien. Mais tu as 3 mecs alignés sur la ligne médiane, comme ça, qui attendent le ballon. Voilà, qui ne bougent pas. Et les Lillois, ils sont à 30 mètres de ton but. Mais tu sais, mais c'est hallucinant, quoi. Bref. Donc voilà, après écoute, le Neymar de la dernière demi-heure, s'il a envie d'être comme ça les 40 prochains matchs, écoute, c'est le bienvenu, hein. Bon. Et tu sais, pour Oui. rebondir là-dessus, ce côté des trois mecs devant qui viennent jamais, tu sens quand même que ça agace les autres. Parce que tu as Hmm. Marquinhos aussi à un moment qui gueule un peu sur Neymar. Et alors là, Neymar, il fait un espèce de footing, il fait une pseudo-course sur 8 mètres avant de s'arrêter. Il est en crise d'asthme parce qu'il est plus habitué à courir. Mais tu sens bien que les mecs, ils le voient. Moi, Hmm. tu me feras pas croire que des mecs comme Marquinhos, que des mecs comme Bernat, que des mecs comme ça qui ont de l'expérience et un peu de caractère, tu vas pas me faire croire que ces mecs-là, ils n'ont pas conscience que tu peux pas aller loin en Ligue des Champions avec une équipe qui défend à 7. Ils le Mais savent, ces mecs-là. rappelle-toi, Nico, de la réflexion de Gay qui avait été pris par les caméras d'RMC Oui, je me en souviens. Ligue des Champions l'année dernière, mais c'est exactement ce que tu décris. Oui, mais et puis alors, après, on va nous dire, ouais, mais en championnat, ils ont de la marge et donc ils peuvent se permettre ça en championnat. Mais tu vois que non, justement. C'est ça aussi le problème, c'est Hmm. que Hmm. déjà, tu prépares pas bien tes matchs parce que si tu joues qu'à haute intensité, un match tous les 15 jours ou toutes les 3 Hmm. semaines, Hmm. bah, c'est pas bon. Et puis, c'est pareil, tu crées des frustrations dans l'effectif. Et puis, tu te mets aussi en difficulté. Le PSG qui gagne 8 points cette année dans les 5 dernières minutes des matchs, tu vois, c'est que tu arrives à la 85e et que tu n'as pas plié des matchs loin de là, tu es en difficulté, que ce soit contre Metz, Angers, Lyon, hier encore Lille. La Ça fait quand réaction, même. c'est une équipe c'est C'est devenu une équipe ça. à réaction, hein. Et, moi, ce que je ne comprends pas dans cette équipe, c'est qu'il n'y ait pas cette volonté, comme on le voit au Bayern ou à Liverpool, d'écraser en face l'adversaire, parce que tu te fais plaisir. On a tous joué un peu au foot à différents niveaux. Bah, quand tu es dans un bon jour, à ton petit niveau, et puis que tu commences à mettre une piquette à l'adversaire, bah, t'as pas envie de t'arrêter de jouer. Tu te mets pas à te mettre à marcher, tout le monde en défense, c'est bon, maintenant on gère. Je sais pas, t'as pas ce côté tueur du PSG, t'as pas Hmm. cette volonté comme on avait il y a quelques années. On en a vu des branlés au parc. Le Évidemment. Gourvenec qui se prend 9-0 avec Guingamp.
Toi, tu avais une équipe, les mecs, ils avaient tous envie de marquer des buts. Ah, ils mais voulaient te faire mal. Marseille pouvait en prendre 5, Lyon pouvait en prendre 5. Il y a énormément d'équipes, y compris Bordeaux, rappelez-vous du 6, c'était le 6-1 face à Bordeaux, je crois que c'était Emery. Il y a eu des matchs comme ça sous Mais Laurent Blanc. plein, le Monaco, le match du titre au parc, quand on leur met, je sais plus, 6 ou 7-0. Enfin, t'as quand même, t'as plus ça au PSG. T'as plus cette volonté de faire mal, d'écraser, de montrer aux autres. Et puis, en plus, c'est tellement con. Mets des 7-8-0 à des équipes comme Metz, comme Angers au parc. Qu'est-ce qui va se passer quand Lille va débarquer un mois après? Les mecs, ils vont pas être en train de se dire, bon, les gars, dès qu'on perd le ballon, on va leur faire mal parce qu'ils sont bidons. Tu parles, les adversaires, ils vont arriver dans les petits souliers. Et puis on a tellement vu souvent ça au parc. Les mecs, ils venaient que pour pas prendre une Ouais. piquette. Maintenant, les mecs, ils viennent au parc en se disant, c'est une équipe qui a des lacunes et à qui on peut faire mal. Donc, cet état d'esprit-là, il est perdu et c'est un vrai, vrai problème, je trouve, dans ce PSG. Et ça, je n'arrive pas à l'expliquer. Surtout que les adversaires savent maintenant qu'en fait le PSG est prenable à l'extérieur, à domicile. Voilà, ils sentent aussi que cette équipe ne fait pas d'efforts en Ligue 1 et qui se repose beaucoup sur leurs individualités. Mais si tu arrives à ouvrir le score rapidement, comme l'avait fait par exemple Rennes, et tu arrives à en rajouter un deuxième et mettre le doute dans l'esprit des joueurs, après c'est terminé, hein. Tu peux remonter un but, deux. Alors, l'état actuel des choses, je ne suis pas sûr. Mais alors, bon, en tout cas, hier, ils ont réagi et c'est l'essentiel. Tu avais un autre coup de cœur, et c'est vrai que c'est un peu le coup de cœur de tout le monde, et à chaque match, c'est un peu le cas, Yacine, c'est le capitaine Marquinhos, qui est partout, qui défend, qui est en position d'avancante quand il met le but égalisateur. Il fait encore un grand match hier soir, marqué Yacine. Ouais, je voulais en parler parce qu'en fait, je crois qu'on a banalisé ses performances. Un peu comme Navas l'année dernière. Ouais, Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des podcasts, on ne dit même pas son nom. ouais, c'est Tu vrai. sais, c'est normal, quoi. Il passe au travers, le mec, il est là, Mais il est c'est là. Nico qui peut pas l'encadrer. C'est lui qui lui dit ouais, viens, on parle pas de Marquinhos. Merci, moi, je vais me fâcher avec les fans de Marquinhos maintenant. C'est une blague, évidemment, Et- c'est du second degré. Laissez Nicolas tranquille. non, mais en fait, évidemment, Marquinhos, il est. Alors, oui, sur le but, par exemple, de Lille, il n'est pas bien positionné. Le problème, c'est que il doit compenser les erreurs de trop de joueurs dans cette équipe. Donc, c'est obligé qu'à un moment donné, il va être impliqué sur quelque chose, mais il te sauve. Alors, déjà, en ce moment, depuis à peu près, moi, depuis le début de saison, mais sur les 4 derniers matchs, et je ne sais pas comment il fait, s'il a mis un aimant ou s'il a un truc, et sur tous les coups de pied arrêtés, il prend tous les ballons de la tête. Et tu as l'impression que là où il est, c'était là où le ballon devait aller. Il prend contre Leipzig, il a été énorme de la tête. Bon, Ouais. contre Marseille aussi. Hier, c'est pareil. Tu as l'impression qu'il est tout seul au milieu de la défense. Il prend tout de la tête. Bon, déjà, il est énorme. Dans la lecture du jeu, tout ça. Il a été très bon. Mais il y a deux choses. La première, c'est au moment du passage à 3, où, alors, à 4, il a été très bon. À 3, il a été exceptionnel. Parce qu'en fait, Marquinhos. Carrément Ouais, exceptionnel, ouais, ouais, Yacine. ouais, ouais. Ouais, parce que, en fait, Marquinhos est un défenseur qui est encore meilleur quand il défend en avançant. Et en fait, dans cette équipe, quand elle est comme ça contre Lille là, pendant 1 heure à 4, etc., avec ce milieu de terrain-là, il ne peut pas défendre en avançant. Il est obligé de protéger Kerrer, il est obligé de faire attention aux sorties de Danilo, etc. Du coup, il recule tout le temps. À partir du moment où Danilo est venu à côté de lui, il était pratiquement des fois numéro 6. Il allait chercher des ballons plus loin que le rond central. Pourquoi? Parce que dès qu'il a cette couverture-là, franchement, quand il défend en avançant, il est juste monstrueux. Il y a eu une séquence à un moment donné où c'est lui qui récupérait tous les ballons. Une fois derrière, une fois au milieu, il est là, il relance. Franchement, exceptionnel. Et après, Marquinhos, il faudrait un jour faire le total de ses buts, mais de ses buts qui comptent. C'est-à-dire que c'est pas le corner du 4-0 où il vient mettre sa tête et il est content. Mais tellement il t'a mis des buts importants. Et hier, son but, il est hyper important dans la physionomie du match, dans l'état d'esprit du match. Mais surtout, j'en ai parlé sur Twitter, mais regardez son déplacement, mais c'est un déplacement d'avant-centre. Il est légèrement premier poteau. Au moment du décalage sur Di Maria, il fait 2-3 pas de recul, il fait un appel en arc de cercle et il est tout seul au deuxième poteau. Mais le mec, en fait, vous ne cassez pas la tête quand on n'a pas d'avant-centre, mettez pas Messi en faux neuf. Il est là, votre avant-centre. non, mais en fait, ça prouve l'intelligence du joueur. Tu vois ce que je veux dire? L'intelligence de jeu, c'est pas juste à ton poste. C'est que le mec, il est intelligent partout. Voilà son déplacement sur le but et puis en plus le geste. Parce que Icardi, 5 minutes avant, il a une tête tout seul ou il met une tête plongeante, Oui. elle va au-dessus. Sur le centre de Di Lui, Maria. Ouais.
Ah oui. Lui, il est tout seul au deuxième poteau, il te met à l'intérieur du pied, là où personne ne peut la prendre. Non, franchement, moi, ce joueur, moi, je l'ai toujours dit, ce qui lui manque, c'est un leader hein, de jeu, etc. Je pense qu'il lui manque réellement ce côté méchant à un moment donné dans les consignes. C'est-à-dire que, comme l'a dit Nico, il fait des remarques et elles sont toujours intéressantes et elles sont toujours dans le sens du collectif. Mais on voit qu'il n'a pas cette méchanceté ou cette poigne pour à un moment donné être écouté. Réellement. C'est pas Sergio Ramos, quoi. Voilà, voilà. Et c'est vraiment c'est le seul truc qui lui manque. Ouais, bien sûr. Parce que vraiment, je pense que, je te dis, on banalise un peu trop ses performances et je pense même qu'on se rend même plus compte que, enfin, ce mec, il est vraiment, vraiment, vraiment. Il est énorme. Non, Ouais. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et dans la défense à 3, en plus, si tu le mets lui dans l'axe, ça Ouais. te permet effectivement en phase offensive de le faire monter d'un cran. Ce qu'avait fait Tourelle, hein, on s'est foutu de sa gueule longtemps, Tourelle. Alors, on se foutait pas de la Tourelle, gueule. il le mettait vraiment 6. Oui, et puis alors, surtout Tourelle, on se foutait pas de sa gueule parce qu'il mettait Marquinhos au milieu, mais parce qu'il l'inversait avec Danilo en défense et qu'on Ouais, avait du mal à voilà, comprendre. ouais. Mais tu vois que dans cette défense à 3, quand il peut s'immiscer un petit peu plus haut, eh ben, il fait du bien au milieu parce que voilà, il a une intelligence de placement, une activité. Il est très bon aussi en milieu de terrain. Il a une vraie qualité, Nico, de passe, et notamment les passes longues. Hier, il fait encore une passe pour Neymar qui lui arrivait dans les pieds, ce que faisait beaucoup aussi Thiago Silva, qui avait Ah une ouais, vraie qualité de passe. Ouais, mais hier, aussi en passe court, c'est un Xabi joueur. Alonso. Ouais. Mais techniquement, c'est Ah, il est pareil. bon. Techniquement, c'est un joueur qui n'a pas grand-chose à envier au milieu à un Gay ou à un Danilo, techniquement parlant. Tu vois, il est capable de combiner, de jouer vite. Je trouve qu'en plus, il a vachement progressé dans le contrôle, dans l'orientation du corps, de jouer vite vers l'avant. Enfin, il a bien gommé, je trouve, ses habitudes de défenseur central quand il joue au milieu. Et du coup, dans ce système à 3, il va aussi t'apporter quelque chose, en plus de la sécurité défensive, il va t'apporter dans la construction en étant au milieu. Donc, c'est c'est vraiment un schéma, je trouve, qui commence à s'imposer. Et moi, le problème, c'est quoi là? Il y en a juste un qui, pour l'instant, n'a pas encore complètement réalisé, mais ça va venir. Après, il y a un autre joueur sur lequel moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu. Oui. C'est Icardi hier. Parce que, mine de rien, Je te jure que j'allais vous lancer sur Icardi juste après, bah, ça tombe bien, je te eh ben, laisse toi, je te laisse on la n'avait parole. plus besoin de toi, Mousse. Donc, vas-y, tu peux Bah, continuer. salut les gars, je m'en On vais. va finir à deux. Mais, mais oui, parce que Icardi, mine de rien, sa rentrée, alors, il a deux belles occasions. Bon, la tête, elle passe au-dessus, elle n'est pas si simple que ça, contrairement à ce que Yacine va nous dire, mais la tête, elle est, voilà, il Oh, fait je tête rigole. plongeante, qui, franchement, elle est puissante, elle passe pas si loin que ça en plus, donc bon, on n'est pas habitué à ce qu'il Mais cadre pas, mais il a le mérite d'être là à la ouais, non, réception mais du centre. après, le geste est beau en lui-même, hein. La tête, c'est pas non plus une tête atroce de l'épaule qui finit au poteau de corner, hein. C'est quand même une belle tête. Et puis il y a un contre un après avec le gardien lillois qui détourne le ballon. Donc il a quand même deux belles occasions, mais plus que ça, je trouve que ce qui est important, et dans ce système à 3, c'est aussi ce qui va être peut-être un problème pour Pochettino, c'est que tu as besoin d'un point d'appui comme ça au milieu. Et mine de rien, Icardi, hier, il fait reculer les deux défenseurs centraux de Lille d'une bonne dizaine de mètres. Il les monopolise en permanence. Alors, il touche pas beaucoup de ballons. C'est vrai qu'on le voit pas énormément dans le jeu, mais il a une vraie importance dans ce système à 3 derrière. Et je trouve qu'il fait une bonne rentrée. Donc, ça a dû faire en plus plaisir à sa femme. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et enfin, voilà, le Icardi d'hier, je trouve qu'il est précieux dans un système à 3. Et je suis pas sûr qu'avec un Mbappé qui a plus cette habitude à dézonner énormément et puis avoir un jeu très, très différent, ça marcherait peut-être pas forcément aussi bien avec Mbappé. Donc, ce sera encore un point tactique sur lequel il va falloir discuter et travailler, je pense. Disons qu'avec une défense à 3 et des latéraux plus hauts, en tout cas pour la réception de centre, si tu as Icardi, tu es plutôt pas mal. C'est peut-être moins le point fort de Mbappé. Tu veux dire un mot d'Icardi Yacine, moi je ne vais pas te lancer sur le match parce que je pense qu'il a tout dit, mais sur l'épisode qu'on a vécu cette semaine, Yacine, au PSG, entre le mini-drame qui s'est joué dans la famille Icardi, les mésaventures au bois de Boulogne de Ander Herrera. Bon, c'est quelque chose qu'au PSG, on connaît bien, Yacine. Hein, ça date pas de l'RQSI. Hein, c'est le genre d'histoire un peu farfelue qui nous tombe un peu sur le coin de la tête. Il n'y a pas, y a pas eu du tout de communication hein, de la part du club, mais ça, on est un peu habitué. Est-ce que selon toi, ils ont eu raison de ne pas du tout en parler, le club, alors que pendant enfin, l'histoire Icardi, c'était une telenovela. Hein. On avait, jusqu'à la réconciliation, on avait un feuilleton par jour. Et puis après, il y a eu l'épisode Ander Herrera.
Alors, je rappelle, pour Ander Herrera, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, ceux qui étaient sur une autre planète, donc on apprend qu'il a été agressé au début, c'est les premières infos qu'on a. Et ensuite, on apprend que c'est au Bois de Boulogne. Et puis, l'histoire, c'est qu'une prostituée, un travesti, je ne sais pas très bien, aurait ouvert la porte, dérobé son téléphone, son portefeuille. Et là, c'est suivi une négociation pour récupérer. Enfin, bref, c'est une histoire un peu farfelue. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas porté plainte tout de suite. Et je pense qu'en fait, ça doit être peut-être le club ou l'entourage qui lui a dit de porter plainte parce que l'affaire a fuité et que ça paraissait suspect qu'il n'ait pas porté plainte. Mais sur la gestion de ce genre d'affaires, on est un peu retombé dans nos travers, Yacine. Hein. C'est des choses que le PSG connaît bien. Ouais. Après, franchement, pour le club, j'avoue que c'est tellement compliqué de communiquer parce que malgré tout, c'est des affaires privées. Voilà. Et si c'est pour communiquer et pour te mettre dans la merde, parce que tu vas dire une bêtise et que tu vas te rater sur ton communiqué, franchement, vaut mieux rien dire. Donc, voilà. Laisse les gens parler. Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, c'est Paris, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça depuis des années. Avant, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc ça va 10 000 fois plus vite. Voilà, bon, après, qu'est-ce que tu veux que je dise, mais de toute façon, c'est l'image de ce club, c'est l'ADN de ce club, c'est comme ça. De toute façon, on est prêts. Voilà. On est prêts parce que ça fait 40 ans que tu supportes ce club, tu es toujours prêt. Pour ceux qui n'ont pas connu, par exemple, allez vous renseigner sur l'affaire Loco quand il arrive au PSG. Patrice Loco, voilà. Vous allez voir que tout ça, c'est de la rigolade. La telenovela, c'est rien du tout. Donc voilà, c'est comme ça, c'est Paris. Encore une fois, c'est pas l'histoire de QSI. Voilà, on parle de Patrice Loco. Patrice Loco, il arrive au PSG en 98, donc voilà. Il y a eu aussi l'histoire avec Ronaldinho, les prostituées qu'il avait fait monter. Je crois, je sais plus si c'était à Marseille. C'était en déplacement en tout cas. Ouais. Quand tu as des joueurs qui s'appellent Vampeta qui sont passés au club et tout. Mais allez vous renseigner sur l'histoire du club, vous allez voir que tout ça, c'est. Moi, j'en ai des bonnes avec Kennedy, moi. Vous vous rappelez Kennedy? Ouais, bah oui, bien sûr. J'en ai des il a marqué les mémoires. Mais je peux pas trop en parler là parce que je sais pas si la prescription, mais j'en ai quelques sympas avec Kennedy dans les avions quand il revenait des matchs. Mais tu peux en citer une. Écrivez-moi en MP si vous voulez, si vous êtes intéressé sur Twitter et je vous raconterai des histoires. Alors là, c'est pas cool pour les auditeurs. Là. Tu vois, tu tisses un truc et puis là, tu fermes le robinet. Je me renseigne. Je regarderai si y a prescription et si y a prescription, j'en parlerai lors du prochain podcast, c'est promis. On peut faire une spéciale, les dérives du PSG si vous voulez. Ah ouais. Il y a une quinzaine internationale bientôt. On va se replonger un peu dans tout ça. Ouais. Donc voilà, c'est l'histoire du PSG. Maintenant, je peux revenir juste sur un mot sur l'histoire. Non, pas sur l'histoire, sur Icardi, le jeu. Je voulais juste dire un truc, c'est que, en fait, le problème du PSG, et c'est par rapport, le travail du coach, peut-être aussi le profil des joueurs ou leur avancée dans le jeu. Le truc, c'est que si tu joues avec Messi en faux neuf, qui arrivait au Barça, il faut des joueurs qui prennent la profondeur autour de lui. D'accord? Il y a eu Pedro, il y a eu Villa à l'époque. Aujourd'hui, en fait, Neymar et Di Maria ne sont pas capables de prendre cette profondeur. Donc, ça voudrait dire que tu peux jouer avec Messi en faux neuf, par exemple, et quitte à mettre Mbappé à droite, ou à gauche d'ailleurs, mais à droite plutôt, avec Neymar à gauche, par exemple, ou Mbappé à gauche et Di Maria à droite. Voilà. Le problème, c'est que est-ce que tu es capable de faire ça? Parce que ce faux numéro 9, quand il décroche, il attire du monde, déjà dans la densité à l'intérieur. Et en plus, il est plus dans le dos de la défense. Donc, il faut bien s'il attire, il faut que ça plonge. Si ça plonge pas, tu te retrouves avec des joueurs complètement dans la densité. Et je pense que c'est encore une fois le réglage à trouver. Et c'est pour ça qu'Icardi a fait du bien, parce que lui, vu que il ne fait pas des courses de 40 mètres, il reste là-haut, mais en fait, il oblige aussi la défense, il fixe la défense à chaque fois. Donc, il permettait à Neymar et Di Maria de revenir à l'intérieur, puisqu'au lieu d'avoir ces défenseurs qui avançaient, c'était obligé de rester. Voilà. Donc, tout ça, c'est tactique, et tout ça, c'est encore une fois le travail de l'entraîneur. Voilà. Et un dernier mot sur le jeu. Je voulais parler de Dagba rapidement, parce que Dagba, quand il rentre, et c'est aussi le problème du PSG aujourd'hui, il y a une séquence de jeu où Dagba, il est tout seul, mais tout seul dans le couloir droit, pendant à peu près 1 minute 30. Et en fait, il n'y a personne qui veut lui donner le ballon. Et je vous jure que c'était tellement flagrant. Parce que selon toi, ils savent que ça va absolument rien apporter, que le ballon va finalement revenir, en fait.
Exactement. Parce qu'à un moment donné, Ça, c'est dur pour Dagba, ça. ouais, c'est dur. Il peut aller jouer un contre un, mais pendant 1 minute. Le ballon, il arrive à Gay. Il a un intervalle de 15 mètres pour trouver Dagba. Il le voit, il revient, il donne à Danilo. Danilo, il donne à Marquinhos. Marquinhos, il est à 20 mètres de Dagba. Il n'y a personne devant lui. Il peut la donner à Dagba pour que Dagba aille percuter en un contre un. Il tourne même pas la tête et il revient à l'intérieur. Et ça, pour moi, je suis désolé, mais encore une fois, c'est le travail de l'entraîneur. Parce que même si c'est Dagba et qu'il a des lacunes, c'est pas possible d'avoir le couloir ouvert comme ça et de ne pas jouer avec lui parce que tu n'as pas confiance en ton partenaire. Tu vois ce qu'on disait les dernières avec Bakker, etc. En fait, c'est pas possible. Tu peux pas en fait renier le jeu juste sous prétexte que tu n'as pas confiance en ton latéral. Tu vois, c'est pas possible. Le jeu, voilà. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus et pour dire que tout n'est pas prévu dans le football, cette action-là, là où il y a Dagba tout seul, bah, c'est celle en fait où Danilo, Marquinhos et Kimpembe ils vont se faire tourner la balle pendant 1 minute. Et finalement, les Lillois, à un moment donné, vont se dire bon, on va peut-être y aller. Et c'est comme ça qu'ils se font crever sur le but de Di Maria. Parce qu'en fait, ils sont en place. Et à force de les voir faire tourner le ballon, ils vont avancer, avancer. Et d'un coup, ils vont se dire tiens, il y a peut-être moyen de récupérer le ballon là. Et en fait, bah, justement, à ce moment-là, Dagba va être trouvé. C'est lui qui trouve Draxler et Draxler qui trouve Di Maria à l'intérieur. Tu vois. Bref, c'était pour dire qu'il y a aussi, je pense, un problème de confiance en tes joueurs et c'est ce qui fait aussi dénaturer le jeu à un moment donné. Ok, Yacine, je pense qu'on a fait le tour sur cette victoire du PSG sur le LOSC 2 buts T'as à pas 1. parlé de Leonardo? Je parle pas des déclats de Leonardo qui est venu faire le show à la fin ou pas? De toute façon, là, il nous reste 5-10 minutes. Ouais. T'as encore 5 minutes, Nico, c'est bon? Ouais, j'ai même plus, là, je suis bien là. Ah bah, c'est très bien. Alors, on va pouvoir Le fait de revenir. parler de locaux, ça m'a ramené un peu plus. J'ai vu, alors tu parles de locaux, je fais une aparté qui n'a rien à voir. J'ai vu une vidéo de Sidney Govou qui est très récente. On connaît la réputation de Sidney Govou, mais quand tu le vois, mais je ne l'avais jamais vu en situation en fait. Et je l'ai vu en situation dans une vidéo qui a tourné il n'y a pas très longtemps, qui est très récente, hein. C'est Ouais. pas, la réputation n'est pas surfaite. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu sens que Govou, déjà, lors de sa carrière de joueur, il avait une réputation de gros fêtard, pour pas dire plus. Mais là maintenant qu'il est que consultant, qu'il a plus de vie de footballeur professionnel, croyez-moi, il se lâche bien. Donc, on salue, j'allais dire Patrice Loco. Bah oui, on peut saluer aussi Patrice Loco et Moi aussi, ouais. Govou. J'ai une vidéo de Yacine à la mi-temps d'un match avec les petits fours au Parc des Princes aussi qui circulent. Il, il Ah, envoie le Yacine à la mi-temps, hein. ah ouais, c'est comme ça. Non, moi toujours T'es juste parti à prendre un mon petit niveau. four. Ok. Non, 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 avec réserve. Alors, tu voulais parler de Leonardo, on va en parler, Yacine. Et ensuite, pour terminer le podcast, je voulais juste vous faire réagir sur. Alors, ça va être Ouais. juste une question parmi tant d'autres qui a été posée à Pochettino lors d'une interview accordée au Journal du Dimanche le week-end dernier, qui est très intéressante et qui, pour le coup, pour une fois, Pochettino s'exprime. Alors, il met beaucoup de. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yacine, il met beaucoup de forme quand même dans ce qu'il dit. Mais c'est assez clair, en fait. Il parle du management de l'équipe et de la difficulté à manager ces joueurs-là. Alors, est-ce que tu veux d'abord commencer par la déclaration de Leonardo? Si tu peux la rappeler, parce que je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Du coup, dis-nous En fait, tout, hier, Yacine. C'est Leonardo hier, hein, après mais le moi, match. alors, moi, après le match, j'ai coupé direct. Hein, donc, j'ai absolument rien vu. Donc après le match, il est venu au micro des journalistes expliquer que Donc, toi, tu il étais fallait. présent alors, tu étais là, Non, 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 c'était en zone là-haut, mixte. pas en. Ouais, ouais. Mais en D'accord. zone mixte, nous, on peut pas y aller parce que Oui, à cause oui, du Covid, voilà. c'est ça, c'est ça. Donc, il est venu expliquer que il fallait arrêter de manquer de respect au PSG, il fallait arrêter de manquer de respect au coach, qu'effectivement, on joue pas comme on voudrait, mais que mathématiquement, tous les points sont là. Paris est premier en Ligue des Champions, Paris est premier en Ligue 1 avec 10 points d'avance. Qu'il fallait arrêter de critiquer tout le monde. On ne peut pas parler comme ça de Mbappé, de Messi, de Neymar, de Di Maria, etc. Et en fait, moi, ce qui me dérange là-dedans, Donc c'est il a fait un peu le Calimero, comme il fait un peu d'habitude, en se plaignant de la presse qui est toujours sur le dos du PSG, et etc. Donc c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de déclaration. Leonardo, il faut toujours analyser le moment où il le dit, et il faut toujours analyser ses phrases réelles. Parce que quand tu prends les choses comme ça, de façon brute, on va dire, bah, tu vas te dire, ah, c'est bien, il défend son coach.
assez bien. Bon, il vient parler après une victoire contre Lille, 2-1 arraché à la 89e. D'ailleurs, il l'a rappelé, il a dit ouais, on a gagné plusieurs matchs en fin de match parce que cette équipe, elle a du caractère, etc. Après, faut toujours, c'est Leonardo, quoi. Ah bah oui. Donc, je suis désolé pour les soutiens de Pochettino, mais quand il dit mathématiquement c'est super, évidemment qu'on joue pas comme on aimerait le faire, que c'est pas tout à fait ce qu'on aimerait voir sur le terrain, etc. Mais glisser au milieu de la phrase, dit par n'importe qui, ça peut ne pas avoir son importance, mais dit par Leonardo, croyez-moi que ça a de l'importance. Parce que quand il défend Messi, Neymar, Mbappé et Di Maria, c'est dire aussi, ouais, on a des joueurs de talent, etc. On les met sur le terrain. Évidemment qu'on attend plus de tout ça. Mais Donc qu'est-ce toi, qui se pour toi, passe? c'est un tacle indirect envers Pochettino. Évidemment. Parce que si tu as envie réellement de soutenir Pochettino, pourquoi tu viens dire ça? Puisque Pochettino vient de t'expliquer la semaine dernière que l'équipe est en progrès, qu'elle maîtrise les matchs, que c'est de mieux en mieux. Donc, la semaine d'après, ton directeur technique, il t'explique qu'effectivement, ce n'est pas le jeu qu'on aimerait. Par contre, mathématiquement, c'est très bien. Évidemment que c'est un tacle. Moi, je suis désolé. Moi, en tout cas, je le prends comme ça. Après, encore une fois, je me trompe peut-être. Mais connaissant Leonardo, qui vient après le match de Marseille, dans le contexte là, et qui te dit, c'est pas le jeu qu'on attend du PSG, effectivement. Non, Alors mais que l'autre te dit, au début de sa déclaration, il parle aussi de Pochettino en lui disant qu'on lui manque de respect. Donc, est-ce que c'est pas, est-ce que juste il demande pas du temps pour avoir, en gros, on a les résultats. Juste laissez-nous un peu de temps pour avoir le résultat et la manière. C'est pas plutôt ça qu'il veut dire, Yacine? Et après, tu réagiras, Nicolas, hein, parce que c'est ce je que vois je que tu te es en dis, train de c'est-à-dire que t'endormir et ça me gêne. c'est ce que je te dis, le problème de Leonardo, c'est que il y a toujours des phrases ambiguës. Ouais. Tu vois? À la limite, il aura envie de dire ce que tu as dit. Mais pourquoi vous ne le dites pas? En fait, mais à un moment donné, je veux dire, on parle tous français. Dites les choses clairement. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on joue mieux. Maintenant, aujourd'hui, le 1er novembre, je trouve qu'on a pris les points, on s'améliore et ça ira de mieux en mieux. Voilà, stop. Au moins, c'est clair, on a tout compris. Pourquoi toujours des trucs de oui, mais vous lui manquez de respect? Bon, c'est vrai qu'on joue pas bien. À un moment donné, on en manque de respect à personne, on est en train d'expliquer qu'on joue pas bien. Donc, c'est toi, tu confirmes. Donc, voilà, il y a toujours cette ambiguïté avec Leonardo. On ne sait jamais réellement si il est au soutien, pas au soutien, si c'est une critique, si c'est pour le défendre. Non, mais c'est vrai, c'est de la politique tout le temps, quoi. Voilà. Nico, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration? Est-ce que tu penses déjà qu'il aurait pris la parole en cas de défaite ou de contre-performance avec un match nul, par exemple? Je sais pas, Mousse. Leonardo, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait jamais rien de manière innocente. Tout est calculé. Après, je pense que c'est pas son rôle de venir devant la presse pour parler du jeu du PSG. Je crois qu'il y a un entraîneur qui est là pour ça. Alors, c'est vrai que Pochettino et postule pour le Ballon d'Or de la conférence de presse la plus chiante. Il est nominé sur les 10 dernières en plus, donc il a des chances de le remporter. Mais je pense que Leonardo, il n'a pas à venir faire ça. Je suis d'accord avec Yacine, quand tu viens pas pour défendre ton entraîneur comme ça, c'est une manière indirecte de lui mettre un peu de pression. Et on en revient un petit peu à ce qu'on avait dit lors du dernier podcast. Moi, je ne peux pas croire que les mecs de Doha soient satisfaits de ce qui se passe actuellement parce que le PSG est mathématiquement premier de ces différents classements. Voilà, peut-être que je me trompe, mais je n'arrive pas à imaginer qu'avec un tel effectif, tu n'aies pas une exigence de jeu beaucoup plus forte. Donc, cette sortie de Leonardo, oui, moi je l'aperçois aussi comme une manière de mettre un peu la pression à Pochettino, à lui faire comprendre que les résultats ne font pas tout et qu'on ne peut pas se cacher derrière ça. Maintenant, je pense qu'il n'a pas. Voilà, moi, j'ai jamais été un adepte des directeurs sportifs ou des présidents qui viennent mettre la pression comme ça devant la presse. Tout ça, ça doit se faire en interne. Peut-être qu'ils le font, et d'ailleurs, j'en suis même persuadé qu'ils en parlent. Enfin, dans un club normal, en tout cas, on en parlerait. Maintenant, le PSG n'est pas un club normal, on le sait bien. Et structurellement, il y a tellement de problèmes dans cette équipe que je ne sais pas comment ça se passe dans leurs discussions. Mais peut-être que Moi, Nico, il s'exprime justement suite à ce qu'on se disait juste avant sur l'affaire Herrera, Icardi. Peut-être que c'est quand il parle de manque de respect, des joueurs, etc. je Est-ce trouve que au contraire qu'on a. Alors, pour le coup, l'affaire Herrera,
trouve qu'on a été ultra respectueux, quoi. J'ai vu passer, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. C'est quand même, ça a été zen. Icardi, pareil. Alors, pour le coup, Icardi, je trouve que le club s'est très bien comporté, même si je sais qu'il y a des gens que ça choque. C'est quand même différent. C'est quand même deux Oui, histoires oui. complètement Mais tu différentes vois, parce que Herrera, quand ça lui arrive, pardon, il sort d'un événement PSG. Hmm. Donc, il sort d'un événement professionnel. Hein. C'est différent. Alors qu'Icardi, c'est vraiment une histoire privée. Non, mais de toute façon, dans les deux cas, c'est des affaires hors foot qui ont un impact évidemment sur le rendement, qui peuvent avoir un impact sur le rendement du joueur. Pour Icardi, c'était clairement le cas. Et c'est ce que je disais, je trouve que l'affaire Icardi a été très bien gérée par le PSG, qui a eu raison de laisser le joueur ne pas venir s'entraîner, parce que de toute façon, il n'avait pas la tête à ça. Et je trouve que c'est très bien. Alors, on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais à l'arrivée, moi, j'aurais fait exactement la même chose. Herrera, il n'y a pas de communication. Bon, écoute, après, ça va de le voir. Mais moi, plutôt, voilà, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la perception des dirigeants par rapport à ce que Pochettino offre actuellement, parce que Ouais. c'est un vrai sujet. Et comme je te disais, moi, je suis persuadé qu'ils ne sont pas satisfaits du niveau de jeu. Ah, moi, Nico, encore une fois, bon, après, On n'est pas d'accord, je sais. Ouais. voilà, on n'est pas d'accord, parce que, encore une fois, le PSG fonctionne beaucoup avec les résultats et les trophées qu'il remporte. Pour eux, c'est ça la chose la plus importante. Et d'ailleurs, la victoire contre City, crois-moi, à Doha, ils ont sorti les feux d'artifice. Enfin, voilà, pour eux, déjà, il y a la rivalité géographique. Il y a eu des problèmes entre ces deux États, des problèmes géopolitiques, et notamment aussi avec l'Arabie Saoudite. Donc, c'est pour ça que je te dis. Et puis, encore une fois, si tu reprends les déclarations de Nasser, Nicolas, sur des victoires qu'on a faites en Ligue des Champions, et parfois des victoires où on a été trimballé, notamment la victoire du PSG au Parc face au Bayern de Munich, rappelez-vous, 3-0, où on les punit en contre. Mais dans le jeu, le Bayern nous marche dessus. Et à l'issue de cette rencontre, il dit, et en parlant de Thomas Tuchel, je ne sais pas si tu te rappelles, vous devez vous en rappeler, on a le meilleur coach du monde sur une victoire. Certes, c'est 3-0 à domicile contre le Bayern en Ligue des Champions, et c'est très bien. Mais quand tu vois le contenu du match, on se fait balader malgré les résultats. Et c'est ce genre de déclaration. Nasser, il en fait à chaque fois au lendemain d'une grosse performance. Et c'est pour ça que je te dis que pour moi, je ne suis pas sûr vraiment que le contenu, les schémas tactiques, les circuits préférentiels, je ne sais pas si vraiment ça a une importance aux yeux des dirigeants qataris. S'il n'y avait pas d'importance, Leonardo, hier, il ne parle pas du niveau de jeu. Oui, mais Leonardo, c'est différent. Là. Le Qatari, c'est le propriétaire. Leonardo, tu sais bien que c'est la voix de Doha, quelque part. Il ne va pas te dire ça innocemment. Donc, si tu en parles hier, c'est que clairement, ouais, si le jeu n'a aucune importance pour Doha, pour Leonardo, hier, il nous explique, ouais, effectivement, on ne joue pas super, mais qu'est-ce que je vous dis, on est premier, c'est tout ce qui compte. Hier, il ne dit pas ça. Hein. Hier, il dit clairement, oui. Un petit peu quand même. Oui, on a. Ah non, hier, il ne dit pas ça. Hier, il te dit, ok, on est premier, mais on joue pas comme on veut jouer. C'est pas la même chose que de dire on joue pas comme on veut, mais on est premier. Ok, bah voilà. Donc en gros, fermez vos gueules, on est premier, c'est tout ce qui compte. Là, il dit pas ça. Hein. Il dit ok, on est premier. On peut difficilement critiquer ça. Mais par contre, ça nous convient pas. Nous, on veut voir autre chose. Et moi, je te dis, quand tu as un tel effectif, je t'ai dit, à Doha, je pense qu'ils ont regardé le Classico dimanche. Me dis pas qu'ils prennent du plaisir devant ce genre de choses. Et en plus, tu gagnes pas. Donc. Non, Nico, évidemment que à Doha et les dirigeants, les propriétaires qataris, évidemment qu'ils aimeraient que ça joue comme le Bayern, que tu vois, évidemment, ça, je pense qu'on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si à la finalité, le PSG remporte la Ligue des Champions avec ce genre de contenu et des matchs à l'arraché, mais tu vois, tu as des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions comme ça. Mais comme tous les clubs du monde, Mousse. Voilà. Regarde, l'année où Marseille est champion avec Deschamps, c'est un jeu horrible. Aujourd'hui, personne n'en s'est plaigné à l'époque. Et d'ailleurs, personne ne parle de Deschamps aujourd'hui à Marseille, alors qu'il ramène le titre de champion 25 ans après. Même plus récemment, la Coupe du Monde 2018, pardon. La France fait pas un beau football. Oui, du monde, c'est tout ce qui compte à l'arrivée. Donc évidemment que la finalité, c'est de gagner à l'arrivée, on est d'accord. Mais je reste persuadé. Et moi, je te parle même pas de jouer avec un niveau comme City ou comme le Bayern. Mais par contre, il y a un juste milieu entre l'excellence collective et le néant total. Oui, et le problème aujourd'hui du PSG, c'est qu'on est quand même plus proche du néant que de l'excellence. Et je pense qu'il y a quand même une exigence de redresser un petit peu ça. Tu vois, si tu fais que des matchs comme la dernière demi-heure d'hier, je pense que personne aujourd'hui ne parlerait du contenu parce que ça reste perfectible, mais convenable. Le souci, c'est que là, depuis un mois,
c'est pas ce qu'on voit, c'est pas convenable, c'est nul. Voilà, on va dire. Mais ce qu'on voit hier soir, clairement, c'est les meilleures 30 minutes depuis ce début de saison C'est ça. du PSG. Avant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, il y a eu quelques bonnes séquences dans d'autres matchs, mais encore une fois, moi je pense que si la dernière demi-heure qu'on a vue hier, si ça devient la norme du jeu du PSG, c'est bien. Bah, personne ne viendra te faire chier pour te dire pourquoi ça joue mal. On dira, voilà, il y a moyen de progresser, il y a moyen de faire mieux, mais tu as déjà un fond de jeu, tu as déjà une base qui est quand même satisfaisante. Aujourd'hui, la base, elle n'est pas du tout satisfaisante. Et à Doha, moi, je ne peux pas croire qu'à Doha, on soit satisfait de ça. Pas, si c'est le cas, ça m'effraie encore plus. Et j'y crois pas, donc je ne suis pas effrayé. Non, pour moi, je comprends ce que tu veux dire et il y a une part de vérité dans ce que tu dis, mais pour moi, je suis persuadé que c'est pas la priorité. Si les résultats sont là, ça va. Il va pas se faire virer. Tu vois l'histoire qu'on répète souvent, c'était Capello au Real, Yacine, hein, c'est ça, qui a des bons résultats, mais le jeu est champion. Voilà, le jeu n'est pas bon, il se fait lourder. Voilà, au PSG, si Pochettino continue à fournir, si dans le jeu des Parisiens, coaché par Pochettino, avec le même type de jeu qu'on voit maintenant, mais tu arrives au bout, il est prolongé Pochettino, Nico. Hein, ils vont pas lui dire, ok, tu l'as eu à l'arraché, mais on va pas continuer avec toi parce que. Mais au bout de la Ligue des Champions. Oui, c'est-à-dire que si tu prends la Ligue des Champions, c'est tout. Parce qu'Emery, il est champion et il est viré. Laurent Blanc, il est champion, il est viré. Je te parle de Ligue des Champions, là, évidemment. Oui. Le championnat, de toute façon, tu vois bien que. Moi, je pense que tu sais quoi, juste pour finir là-dessus, moi, je pense qu'à Doha, pour moi, pour l'histoire du jeu, des points et tout, je pense qu'en fait, tu as à peu près 55 matchs dans l'année. En fait, il y en a 40 où tu dois faire du spectacle. Et en fait, il y a des matchs où on est prêt à ce que ce soit horrible, dégueulasse, mais tu gagnes. Comme le Bayern, par exemple. Quand je dis dégueulasse, oui. Le Bayern, c'était pas dégueulasse, mais tu t'es fait bouffer et tu peux perdre le match. Bref, voilà. Et en fait, sur ces matchs-là, effectivement, je pense que Doha est prêt à accepter. Maintenant, sur la durée d'une saison, je ne suis pas persuadé qu'il soit prêt à accepter ce spectacle-là juste pour dire on finit avec 20 points d'avance. Rappelle-toi, Laurent Blanc, il finit avec 25 points d'avance et Emery aussi. Et, enfin, voilà. Donc, oui, mais il y a du contenu. Voilà. C'est-à-dire que c'est autre chose dans le contenu. Tu vois. Donc, tu t'imagines, il y a du contenu. Ils ont été champions. Ils ont été virés. Oui, mais parce que les deux ont été virés sur des contre-performances ou des humiliations en Ligue des Champions. C'était très ponctuel. Non, mais bien sûr, c'est la Ligue des Champions de baromètre de toute façon. Un dernier mot sur Pochettino. Je vous lis la déclaration qu'il a faite parce que c'est intéressant. C'est toujours un robinet d'eau tiède en conférence de presse et même dans les interviews qu'il donne. Et là, pour le coup, on a été assez surpris. C'était presque chaud. En même temps, là, c'est une forme d'aveu qui nous fait, Yacine. Je vous lis la question puis la déclaration. Donc, le journaliste du JDD lui dit Hugo Lloris a raconté qu'à Tottenham, vous réclamiez un niveau d'intensité supérieur à l'entraînement par rapport au match. Est-ce aussi le cas à Paris Alors, elle répond en un tour d'horizon, tu comprends ce que tu peux tirer d'un groupe. Donc, déjà, cette phrase. Je vous lis la suite. Tu sens la capacité d'adaptation et l'implication de chacun. C'est pourquoi 2 saisons ne se ressemblent pas. Déjà, je vais m'arrêter là. Dans la phrase qu'on dit, tu sens la capacité d'adaptation et l'implication de chacun. Nicolas, il y a un problème dans ce qu'il raconte. En gros, il nous dit qu'il arrive au PSG et il voit que c'est des joueurs qui ne sont pas prêts à travailler, à tout donner, pour ensuite, en match, répéter ce qu'ils ont travaillé à l'entraînement. C'est quand même. Parce que c'est une interview, je trouve, qui est passée un peu entre les gouttes. On n'en a pas beaucoup parlé. On a commencé à en parler lors du podcast dernier. Mais c'est vrai que là, dans ce début de réponse, Nico, c'est quand même clairement un aveu de faiblesse de la part de Pochettino qui, tu as l'impression qu'à demi-mot, qui dit ouais, j'arrive pas à les faire bosser. Oui, c'est surtout ça qui est important, je pense. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. C'est plutôt de dire il y a des joueurs qui ne sont pas prêts à faire plus d'efforts avec Pochettino. Voilà comment moi je le perçois. C'est-à-dire qu'il est un petit peu comme a été Tourelle après Manchester, comme a été Emery pendant ces 2 années. C'est-à-dire qu'il arrive avec beaucoup d'idées, il arrive avec des méthodes de travail, avec des projets de jeu, et que très vite il se rend compte que le nom de Pochettino, l'aura qu'il dégage ne va pas suffire pour que les joueurs suivent toutes ces idées. Donc, c'est un aveu de faiblesse terrible. Déjà pour lui, c'est un aveu de faiblesse terrible. Et 2, pour le PSG et pour cette équipe, c'est un aveu de.
Je trouve même pas le mot tellement c'est énorme. Ah oui, c'est En ça gros, qui est. c'est la République des joueurs, en fait, dans toute sa Ah oui. splendeur. Voilà, c'est qu'en gros, on a des mecs, de toute façon, ils voudront pas. Enfin, d'ailleurs, je dis des mecs, on va dire les noms. Hein. On a 3 stars devant et ces 3 stars-là, je pourrais pas leur changer leurs habitudes, leur confort. Et il va falloir s'adapter à eux plutôt qu'eux s'adaptent à moi. Donc, ouais, c'est un aveu de faiblesse terrifiant, ouais, bien sûr. Yacine, je te lis la suite, comme ça tu pourras réagir aussi Mm. à la suite. Il ajoute, face à soi, on n'a pas toujours le degré de réceptivité suffisant. C'est pareil, ça, là, j'ai pas besoin de traduire ou de lire entre les lignes. C'est quand même plutôt clair ce que dit Pochettino. Mais tu sais pourquoi c'est clair? Parce que si c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'à Tottenham, il n'avait pas eu le degré d'exigence suffisant face à lui, et que c'était au PSG, il aurait nommé le PSG. Là, le fait de faire des sous-entendus, c'est que Oui, c'est parce en ce moment. qu'il met beaucoup de forme, Yacine. Hein. Tu Ah remarques oui, quand même qu'il est très diplomate dans ses mais bien réponses. sûr. Mais le fait de faire des sous-entendus, c'est que c'est en ce moment ce que tu es en train de vivre. C'est-à-dire que c'est pas au moment. Si au PSG, tout est rose, tout est beau, que les mecs sont impliqués, il aurait dit quoi? Il aurait dit ouais, je suis dans l'équipe aujourd'hui où il y a le plus d'exigences, où les mecs bossent comme des dingues, j'avais jamais connu ça avant, etc. S'il fait des sous-entendus comme ça, c'est que c'est aujourd'hui, c'est l'inverse. Eh oui. Voilà. Donc, Sans cette sans interview, compter les rumeurs de départ de cet été, tu vois, où c'est là qu'on se exactement. dit, est-ce que c'était vraiment des rumeurs? Est-ce que c'était vrai? Parce que ce Voilà. qu'il dit Donc, je clairement, c'est continue de que dire. on me laisse pas travailler, ou en tout cas, j'arrive pas à travailler avec ce groupe-là. Je continue de dire que ce n'était pas des rumeurs. J'ai continué de dire que sur les 6 premiers mois qu'il a fait, il s'est dit, il y a du talent, il y a tout ce que vous voulez. Mais en fait, je ne pourrais rien tirer de cette. En fait, cette équipe, c'est pas je pourrais rien en tirer. C'est elle qui décidera de mon sort, entre guillemets. C'est elle Et, qui décidera quand elle aura envie de gagner un match ou pas. Voilà. Donc, je ne peux rien en tirer. Et cette interview, je pense qu'elle est passée, franchement, elle est passée un peu inaperçue. mais tu sais pourquoi, Euh, Yacine? C'est parce que je pense hein, que c'est le journal du dimanche, en fait. ouais. Et que s'il l'avait donné à l'équipe, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nico, Ou tu aux me diras Parisiens. aussi, ou aux Parisiens, je pense Mm. qu'elle aurait fait quand même beaucoup Ouais. plus de bruit que ça. Ouais. Ouais. Parce qu'il dit tellement de choses dedans, parce que là, on a pris l'extrait le plus. Oui, voilà, Enfin, on aura peut-être mais l'occasion d'en faire un peu plus pendant la quinzaine. On pourra voilà, essayer de mais revenir il sur leur d'autres pas. réponses, mais Voilà, parce vas-y. qu'il donne d'autres réponses aussi sur le contexte, sur tout ça, sur Alors, comment. si je peux finir de lire cette déclaration, parce Vas-y, que vas-y. ça rejoint ce que disait Nico sur justement Doha, et moi je disais que l'important c'était plus le résultat. Et je crois qu'il va dans mon sens, Nico. Je te finis la déclaration. D'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, ça prend du temps. Paris vise tous les trophées car les dirigeants l'exigent. Les fans aussi. Le palmarès est le seul héritage que nous pouvons laisser, ce qui n'était pas le cas à l'Espagnol ou à Southampton. Dans ces clubs, nous avons cherché à construire, mais sans viser forcément la victoire. Ici, la victoire est la seule philosophie, Nico, hein, c'est ce qu'il dit, hein, qui vaille. On peut avoir de bonnes idées, mais c'est uniquement sur les trophées qu'on nous demandera des comptes, Nico. Je te laisse réagir, Nico, là-dessus. Mais ça, on l'avait vu aussi avec Tourelle. Euh, les 6 premiers mois de Tourelle, il y a un jeu spectaculaire, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, qui sont séduisantes, il y a une adaptation permanente aux tactiques, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très très plaisant. United, on l'a dit, je ne sais pas combien de fois ici, Yacine le répète très bien, United, c'est un vrai coup d'arrêt, un vrai tournant dans la manière d'aborder le PSG par Tourelle. Et après United, Tourelle, il met tout de côté, il oublie toutes ses idées et il se concentre sur une seule chose, la victoire, quelle que soit Oui, la manière. mais ce que dit Pochettino là, c'est que C'est la moi, même chose. je viens avec mes idées, sauf que en fonction du club où tu viens avec tes idées, le PSG, clairement, il explique que c'est un club où tu n'as pas le temps de mettre en place tes idées parce que seul le résultat compte, c'est ce qu'il dit, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, et que le plus important chez les dirigeants, c'est d'obtenir des trophées à la fin de saison. Et en Mais, aucun moment, il parle du chemin que tu vas emprunter oui, mais pour regarde, justement ce que je avoir te dis, ces Mousse, trophées. Tourelle, c'est ce que je te dis. Tourelle, au début, lui, il a le temps de les mettre ses idées en place. Mm. Jusqu'à United, elles sont là, les idées. Le PSG, c'est du spectacle, c'est du jeu, c'est très plaisant ce que fait le Mais là, tu PSG. parles de Tourelle. Pochettino, Mais non, on l'a pas vu encore, ça. mais parce que Pochettino, lui, ne l'a même pas fait. C'est là où ce que je reproche à Pochettino, c'est que Pochettino, il n'a rien essayé d'installer. Voilà. Lui, il est arrivé au PSG avec comme seule idée, il faut gagner les matchs, on s'en fout de la manière. Il y a un renoncement sur les méthodes, sur ses méthodes à lui. Exactement Il ça. est arrivé comme ça. Et c'est là où je lui en veux.
Parce que Tourelle a prouvé pendant 6 mois que tu pouvais aussi gagner des matchs avec tes méthodes. Alors, ce que tu veux dire, c'est que Tuchel, lui, au moins, a essayé. C'est ce que tu veux dire, c'est que Tuchel, lui, au moins, a essayé jusqu'à Manchester et il y a eu la bascule. Après Manchester, il s'est dit, bon, j'ai perdu Manchester, j'ai perdu mon crédit, j'ai plus de joker. Maintenant, si j'ai encore une merde comme ça, je vais dégager. Donc, à partir d'aujourd'hui, mes idées, je vois que c'est compliqué, je les oublie. Ça va être une grosse équipe défensive. On va donner le ballon à Neymar et à Mbappé, ils vont se démerder. Et tout le reste, on oublie. Et Tourelle, c'est ce qu'il a perdu quelque part. C'est qu'à l'arrivée, et le problème de Pochettino, et c'est moi là où je lui en veux, Pochettino, il n'a même pas essayé d'installer quoi que ce soit, Pochettino. Pochettino, il est arrivé. Quand on dit qu'on ne sait pas le style Pochettino, ce qu'il veut installer au PSG, c'est quand même pas anodin. On ne sait pas. Pochettino, son seul projet de jeu, c'est de gagner des matchs. Voilà. C'est léger quand même pour un coach qui est censé gérer le PSG. Projet de jeu, gagner un match. Tu vois, on est quand même dans un vide total au niveau tactique, au niveau philosophie de jeu. On comprend rien de ce qu'il veut. Et il est là aujourd'hui, moi, je trouve le problème de Pochettino. Et si effectivement, comme toi tu le penses, ça suffit à Doha et que tu vas en finale de Ligue des Champions comme ça, que tu es champion de France. Pochettino est semble-t-il d'accord avec moi. Si c'est effectivement ce que. Mais après, Yacine le dit. Si tu te loupes en Ligue des Champions en proposant aussi peu de choses, quand tu vois ce qui arrive à des mecs qui proposaient beaucoup de jeux et qui se sont ratés, Pochettino, à la première, au premier raté en Ligue des Champions, logiquement, il va valdinguer direct dans ce cas-là. Yacine, sur la fin de sa déclaration, pour clôturer le podcast, c'est quand même assez choquant quand même, Yacine. Moi, j'ai été surpris en tout cas par cette réponse à cette question où clairement il dit ouais, non, les joueurs sont pas réceptifs et moi j'arrive pas à faire passer mon message, j'arrive pas à imposer mes idées et de toute façon j'ai pas le temps parce que le plus important c'est la victoire à tout prix, quoi. Mais moi, je pense que, en fait, il a tout dit là. Il a tout dit là. Il a dit qu'il ne gérait pas. En fait, ce qu'on dit sur son attitude pendant les matchs, etc., pour moi, cette réponse, elle est révélatrice de tout ça. Ça veut dire, tant que ça gagne, en fait, je m'en fous. Et je ne peux pas agir parce que je peux pas. Alors, il avait dit dans une autre interview, je ne peux pas sortir les stars. À un moment donné, quand tu as Mbappé, Messi, Neymar sur le terrain, qui sont capables de faire la différence à tout moment, pourquoi les sortir? Voilà. Donc, peu importe leur niveau du match, leur contenu, etc., puisqu'ils sont capables à tout moment de faire la différence, il faut les laisser. Là, il dit ça. Je pense malgré tout, en fait, Nico et toi, je pense que vous avez raison. C'est juste sur le pourquoi. C'est-à-dire que toi, je pense que dans ton idée, Mousse, c'est de dire, s'il gagne la Ligue des Champions, Doha se foutra de la manière. Et Nico, il dit, en fait, mais il y a une saison à jouer avant. Donc, tu ne peux pas faire 40 matchs. Oui, mais c'est pour ça que je comprends ce qu'il veut dire et je le rejoins. En fait, vous avez raison tous les deux. Oui, je comprends. Sauf sur l'objectif. C'est-à-dire que Nico, il voit la saison globalement. Et toi, en gros, tu dis, de toute façon, c'est la Ligue des Champions, le baromètre. Donc, peu importe, à la fin de la saison, il aura la Ligue des Champions ou pas. Mais Yacine, rappelle-toi le final 8. Oui. Il y a des matchs qu'on gagne difficilement. L'Atalanta, c'est compliqué, tu vois. Alors, Leipzig, ça allait. Mais l'Atalanta, c'est compliqué. En finale, alors c'est vrai, tu as l'occasion d'Mbappé, etc. Mais globalement, le Bayern, quand même, a la main dessus. Quand tu es éliminé en demi-finale face à City, tu n'existes pas, Yacine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais justement, et donc, moi, pour revenir là-dessus. Et malgré ça, voilà, pour finir, oui, parce que je vais juste faire, je te donne ces exemples, mais malgré ça, Nasser et même Léo, souvent ils te sortent. Ah oui, mais nous on est arrivé en finale, ensuite on a fait demi-finale, et pourtant on voit bien que alors c'est très bien d'arriver en finale, demi-finale, mais on a vu que sur certains matchs, ça a été très compliqué. Et pourtant, ça reste une référence pour eux, tu vois. Bien sûr, parce que malgré tout, ils te vendent la Ligue des Champions depuis 10 ans. Donc ça veut dire quoi? On se rapproche. Ça, c'est sûr. Oui. Maintenant, moi, je pense que ce qui me dérange le plus dans cette déclaration de Pochettino, c'est l'histoire du cadre. Moi, je reste persuadé que Neymar et compagnie, ils ont besoin d'un cadre pour évoluer et dans ce cadre, pouvoir en sortir de temps en temps. Mais juste dire, on a du talent, vous êtes libre, allez sur le terrain, jouez au foot. En fait, je pense que c'est justement ne pas leur rendre service. Tu vois? Plus Neymar, tu lui dis ça, et plus je pense qu'il est pas bon. Voilà. Les meilleures périodes de Neymar, c'est à Barcelone. Et à Barcelone, je pense que collectivement, le cadre était quand même bien installé jusqu'en 2015. Non, mais voilà, jusqu'en 2000, même quand il part, mais voilà, jusqu'en 2015. Et encore, lui, il arrive tard, hein, parce qu'il arrive en 2014. 2014. Après la Coupe du Monde, il arrive. Mais bon, il gagne la Ligue des Champions après, et le cadre, il est, je pense, très, très solide. Voilà, en équipe du Brésil, malgré tout, ce que les gens pensent,
il y a un cadre. Alors, c'est pas le football samba des années 80, mais il y a un cadre. Voilà, il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent. Et on voit bien là, comme par hasard, sur les 25 dernières minutes, avec une cohérence tactique, ou comme par hasard, parce que tu dois revenir au score, ton bloc équipe est un peu plus compact, qui a un peu plus de mouvement, et ben, il y a un cadre qui lui permet de s'exprimer. Voilà. Juste mettre un joueur avec du talent et lui dire, tiens, va jouer, ce serait trop facile. Parce que des joueurs de talent, il y en a plein les rues au Brésil, en Afrique, en France, Ah en non, c'est Espagne. clair. Voilà, mais ce n'est pas forcément des joueurs de football. Donc, voilà, je pense qu'il y a un peu de tout dans son interview. Alors, après, en fait, la dernière chose là-dessus, c'est est-ce que c'est pour se défausser ou est-ce que c'est pour expliquer sa situation? Voilà, c'est toujours pareil. À quel moment tu veux te dire, en gros, les gars, vous prenez pas la tête. De toute façon, si ça n'arrive pas, c'est pas de ma faute, on ne peut pas travailler. Pour moi, je te dis, là, c'est le premier choix. Et je te dis pourquoi. Pourquoi il se défausse? Parce que c'est un jeune entraîneur, il a une carrière après. Il sait qu'il ne fera pas toute sa vie au PSG. Il ne peut pas se cramer en se disant. Pour moi, c'est genre, hey, je fais de la merde parce que je ne peux pas gérer des stars. Hein. Sinon, Voilà. Donc, vous avez vu. Hein, au mois d'octobre, il explique déjà pourquoi il y aura des échecs. oui, parce qu'en gros, il dit, vous voyez, à l'Espagnol, j'avais pas de moyens, mais tu vois, j'ai donné un style à cette équipe. Ah ouais. À Southampton, pareil. À Tottenham, j'arrive en finale de Ligue des Champions. C'est pour vous dire, non, mais je suis pas devenu un tocard du jour au lendemain. Simplement, c'est un club qui est très, très difficile à gérer. C'est un peu ça, Nico. Oui, mais on sait encore une fois que c'est un club difficile à gérer. Mais moi, Mais il ce se qui me gêne protège en encore. faisant ça. Il se protège. Oui, il se protège, mais en même temps aussi, il se donne ce rôle de victime, de pantin. Et moi, j'ai du mal, encore une fois, on en avait parlé lors du dernier podcast, je ne comprends pas cette posture. Euh, alors, si, je la comprends dans le sens où il veut préserver son emploi, il veut préserver ses relations avec Doha et qu'il ne veut pas faire une tourelle en se suicidant dans une interview où il explique qu'il entraîne le Club Med. Je veux bien le concevoir. Mais on le disait la semaine dernière, Pochettino, il touche 9 millions d'euros par an. Eh Il oui. a été bien payé à Tottenham. Il a une belle carrière de joueur. Je pense que si demain Pochettino part en retraite, il pourra vivre jusqu'à la fin de ses jours de manière confortable. Donc je ne pense pas que ce soit l'aspect financier. Donc maintenant, l'aspect de la carrière et de l'image. Est-ce que Pochettino a une meilleure image en expliquant je suis dans un club compliqué à gérer, on ne peut rien faire, et donc je vais subir les choses, parce que c'est ce que dit en gros son interview, ou est-ce qu'il ne va pas plutôt gagner en image en disant voilà aujourd'hui mon problème, c'est que je demande ça, ça et ça à des joueurs qui ne sont pas capables et qui me proposent à la place ça, ça et ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas dans ce genre de détails en expliquant moi, j'aimerais installer un 5-3-2, mais on ne peut pas parce qu'un tel ne fait pas les efforts, pas aussi direct évidemment, mais qui disent les choses, tu vois. Quand il nous explique après Marseille qu'il a vu un bon match, que l'équipe progresse, me dit pas qu'il soigne son image ou qu'il soigne quoi que ce soit. Pour moi, au contraire, il se donne une image de mec qui connaît rien au foot. C'est quand même effrayant d'en arriver à ce point-là. T'as l'impression que le gars, il débarque de la planète, qu'il a jamais vu un match de foot et qu'il dit oh putain, c'est bien, c'est super ce sport, on a été super fort. Non, parce que je pense qu'il faut surtout pas égratigner les clubs et surtout pas être négatif. C'est ce que je disais la semaine dernière. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il veut surtout pas être négatif. Donc on en revient à ce que je te disais, c'est un pantin qui est juste là en fait pour coucher des noms sur une feuille, mais qui n'a aucune décision, aucun pouvoir sur eux. Et donc en fait, il sert à rien. Et donc j'en reviens à ce que je te disais la semaine dernière, qu'il se barre assez rapidement parce que s'il peut pas travailler comme il le veut, bah reste pas. Yacine l'a dit avec d'autres mots et de manière beaucoup plus forte que moi, qu'il s'en aille la tête haute en expliquant bah voilà, je peux pas bosser ici, je préfère m'en aller parce que on va dans le mur, et que le PSG mette enfin, parce qu'on le verra, à la tête de cette équipe un entraîneur avec des idées fortes, qui est capable de dire à tout le monde vous me faites chier, c'est moi qui décide, toi t'as pas couru pendant un match, bah tu vas être sur le banc pour te reposer les 3 suivants. Qu'on ait un mec, mais toi des fois je suis même à me demander est-ce que ce serait pas bien qu'on ait Mourinho qui débarque dans ce club? Pourtant, alors Mourinho, c'est l'entraîneur que je déteste le plus par rapport à ce qu'il propose. Mais j'en suis à me demander un jour, est-ce que ce serait pas cool d'avoir un Pochettino dans ce vestiaire pour qu'on voit vraiment un Pochettino, pardon, un Mourinho, pour qu'on se rende compte à quel point c'est possible ou pas de gérer ce groupe. Un Conte, un Mourinho, voilà, un mec ce que je dis. Une fois que tu es passé avec ces mecs à un gros caractère, tu sauras définitivement que c'est plus la peine. C'est ça, c'est ça. Et si tu as effectivement Mourinho au bout de 2 mois qui t'explique bah, dans ce club, on ne peut rien faire. De toute façon, mais vous savez très bien que Mourinho. Bon, on le saura au moins. Voilà, on le saura. Non, mais moi, je vais vous le dire, ça ne marchera pas, Mourinho. Parce que d'abord, tu as tous les joueurs qui vont aller pleurer chez Nasser ou Leonardo. Les agents, pareil. Parce que c'est vrai que c'est le genre d'entraîneur qui sont capables de laisser une grosse star sur le banc, qui n'auront pas d'état d'âme à le faire. Et vous savez très bien comment ça va se passer. Les agents vont se plaindre, l'entourage va se plaindre, les joueurs vont se plaindre.
Il fera pas 3 semaines, Mourinho, ou Conte d'ailleurs. Et plus Mourinho que Conte d'ailleurs. Parce que ouais, au niveau de l'ego, Mourinho, je pense qu'il n'y a pas pire ou pas mieux. Parce que Conte, il a une sorte de folie, mais qui va se traduire sur le terrain, sur ses attitudes, alors que Mourinho, c'est la mélonite aiguë chaque jour. Même si j'ai l'impression qu'à la Roma, il s'est calmé un petit peu, j'ai l'impression. Hein. Il a mis un peu d'eau dans son vin. Il faudrait, pendant les périodes de Noël, quand il y a des émissions, des bêtisiers et tout, il faudrait trop que le PSG fasse une émission où, en gros, il t'annonce que Bielsa va être le futur entraîneur du PSG, quoi. Juste pour voir la réaction de Neymar et de Mbappé quand on leur dit ça, quoi. Ah là 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 là. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a fait une bonne heure et demie là, hein, Yacine, hein, c'est ça? 1h35. Voilà, je pensais pas qu'on avait autant de choses à dire sur ce match du PSG face à Lille hier soir. Je rappelle, hein, victoire 2-1. Le PSG largement en tête de la Ligue 1 avant le déplacement à Leipzig. Et d'ailleurs, on se retrouvera jeudi pour un podcast. Si Nico, tu seras là jeudi ou ouais, peu de Les chance. vacances scolaires, peut-être. Ok, on en Si reparlera. Hugo se lève tôt, peut-être. Ah bah, je vous annonce qu'Hugo ne sera pas là, non. Hugo, alors parce que Hugo s'est fait les croisés, donc il va bientôt se faire opérer au mois de décembre, donc il a pas mal de séances de kiné, et puis il bosse à côté, donc voilà, il sera pas dispo, donc il y aura certainement Yacine et moi, peut-être Nico, et puis on verra pour le quatrième. D'ici là, je vous souhaite tous un bon week-end. Merci à vous deux de m'avoir accompagné ce matin. Vous étiez en forme, pourtant on a enregistré assez tôt, même si Nico a encore des petits yeux, parce qu'il n'a pas. Ça se voit. Merci Yacine, merci Nico. Et puis nous, on se retrouve donc jeudi pour débriefer le RB Leipzig PSG en Ligue des Champions. Bon samedi, bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao. Salut.